Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Si vous nous regardez via notre chaîne YouTube, vous voyez que je suis accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. Aujourd'hui, Marc-André, on va y aller de notre avant-goût de la section Est de l'Association nationale. Exactement, exactement. Et on va voir tout de suite, on va se remémorer la saison 2025 de cette division-là, Hmm. Didier. Les Eagles avaient terminé au premier rang avec une fiche de 11 et 6. Les Cowboys au deuxième rang avec une fiche de 7, 9 et 1. Et Commanders de Washington au troisième rang avec une fiche de 5 et 12. Et les Giants de New York avec une fiche de 4 et 13 ferment la marche. Donc, c'est une division l'année dernière. Didier, savais-tu que les Eagles, ça a été la première équipe à remporter la division 2 années de suite depuis la saison 2003-2004. Donc, depuis quoi? Oui. Une vingtaine de 22 ans qu'on s'alterne là, au sommet de cette division-là. Les Eagles vont donc viser un troisième titre consécutif de division cette saison. Oui, tes Eagles qui sont encore une fois l'équipe à battre au sein de la division, mais il semble que les Cowboys de Dallas pourraient avoir leur mot à dire. On va parler un peu plus tard de ces deux équipes-là, puisqu'on va commencer justement notre avant-goût de la section Est de la nationale. Bon, on va commencer par le bas du classement de 2025. On va commencer notre conversation, Marc-André, en parlant des Giants de New York. Les Giants, ça fait maintenant une décennie là, que ça va vraiment pas bien, qu'on est une des pires formations de toute la NFL. Et rien de moins. Là, on a fait le ménage. Ben, le ménage. À moitié, on a gardé notre DG. Toutefois, il semble qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir. Toutefois, on a amené John Harbaugh à New York à la suite de son congédiement avec les Ravens de Baltimore. Et pour lancer les hostilités, là, en parlant des Giants, on a une Hmm. question de Hugo Crude sur X à cet effet. Quel impact aura l'embauche de John Harbaugh au sein des Giants? Jeune équipe talentueuse qui a toujours semblé être mal coachée et mauvaise culture là, depuis le départ de Tom Coughlin. Et on s'entend, là, Tom Coughlin, ça fait 22 ans déjà qu'il avait été embauché là, Ça par, fait-tu aussi par les longtemps que ça? Giants. OK, Ouais, qu'il avait été embauché, ouais. Qu'il ouais, avait été embauché, ouais. ouais. Non, je pensais que tu allais dire que ça faisait 22 ans qu'il avait. Tu sais, qu'il n'était plus avec les Giants. J'étais comme, oh, un instant, ça fait si longtemps que ça. Ouais, qu'il a été embauché, ouais. Mais écoute, Hugo a tellement raison dans sa question parce que depuis le départ de Coughlin, l'organisation des Giants, comme je le disais, c'est une des pires de la NFL, tu sais. Puis les Giants, c'est justement une des organisations les plus prestigieuses de toute la NFL. De les voir dans cet état-là, moi, je m'y habitue pas, puis ça fait plus de 10 ans que ça dure, là, tu sais, faut remonter à l'époque d'Eli Manning aussi, là, depuis qu'on a les dernières fois qu'on a eu du succès. Alors, c'est ce qu'on espère maintenant du côté des partisans des Giants, que l'arrivée de John Harbaugh, qui lui a connu énormément de succès à Baltimore, ben, on espère là, que le leadership d'Harbaugh va faire en sorte que les Giants vont redevenir une équipe gagnante. Ça ajoute de la crédibilité. C'est ça qu'on recherchait du côté des Giants. Justement, depuis Mhm. Tom Coughlin, on a tellement eu d'entraîneurs-chefs qui n'ont pas fait la job. Mais je pense que John Harbaugh, écoute, il a passé quoi, 18 ans avec les Ravens, amène cette crédibilité-là instantanée. Puis écoute, j'ai hâte de voir comment l'attaque va s'organiser là, avec John Harbaugh. John Harbaugh est parti de Lamar Jackson à Jackson Dart. Deux quarts qu'on dit mobiles, deux quarts des doubles menaces. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Jackson Dart à sa deuxième saison. Il faut mentionner l'année dernière que l'attaque des Giants a marqué en moyenne 22,4 points par match. C'est en milieu de peloton, 17e rang dans la NFL et 13e quand même pour les verges par match. Donc l'attaque n'était pas si pire avec Jackson Dart, entre autres. Mais j'ai hâte de voir à sa deuxième saison, comme je le mentionnais, l'année passée, plus de 2300 verges, 15 passes de toucher, 9 touchés au sol. Ça, c'est intéressant. En 12 départs. J'ai bien hâte de voir ce que Jackson Young va nous donner. C'est sûr qu'il est un peu. Qui est un peu. Dans sa façon de jouer, il est un peu dangereuse. Parfois, il a été quand même évalué 5 fois pour des commotions. Mais toi, qu'est-ce que tu entrevois avec Jackson Dart? Est-ce que c'est un quart qui peut mener là, les Giants à la terre promise? Ouais, ben pour répondre à la question d'Hugo aussi, euh, si on parle tu mentionnais la crédibilité de la part d'Arba, mais est-ce que ça va se transformer en victoire? Tu sais, c'est ça la question, là. Pour l'instant, oui, ça ajoute de la crédibilité. Est-ce qu'on a un carrière vraiment qui a le potentiel d'être un carrière de concession? Moi, j'ai mes doutes concernant Jackson Dart. Il a connu un certain succès l'année dernière, mais c'est pas quelque chose, le style de jeu, qui lui a permis de connaître ce succès-là lors de son année recrue.
c'est pas quelque chose là, qu'il peut soutenir. Là, parce que combien de fois qu'on l'a vu faire des voyages sur la tente médicale, recevoir des coups à la tête parce qu'il ne se protégeait pas en tant que coureur. Moi, j'avais été surpris de l'utilisation que Brian Dable en avait fait. On savait qu'il était athlétique, mais je ne pensais pas qu'on allait l'utiliser comme s'il était Cam Newton. Il ne pèse pas 250, 260 livres comme Cam Newton à l'époque. Là, fait il ne va pas tenir le coup. Puis on l'a vu être victime de blessures l'année dernière. Puis il est tellement téméraire, Jackson Dart. Je ne crois pas qu'il a appris sa leçon, du moins lorsqu'on lit les commentaires qu'il a donnés en entrevue. Alors, est-ce qu'il pourra progresser en tant que passeur? Dart, il y a des belles choses. Il est talentueux, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais moi, j'ai des réserves face à Jackson Dart parce que lorsqu'il était il n'était pas capable d'obtenir du succès en courant, ben, c'était beaucoup plus difficile du côté de l'attaque des Giants l'année dernière. C'est à se demander, là, on parlait des blessures puis des commotions de Jackson Dart. On va se demander à qui va lancer le ballon parce qu'on a vu Malik Neighbors, il a été opéré une deuxième fois durant l'entre-saison. On a signé, là, on dit que c'était pas très grave du côté des Giants, mais on a signé une myriade de receveurs vétérans, là. Odell Beckham, Juju Smith-Schuster, Braxton Berrios, tout le monde qui se présentait là, dans le complexe des Giants ressortait de là avec un contrat. On a signé dans l'entre-saison Darnell Mooney, Calvin Austin, on a repêché Malachi Fields. Ben, c'est à se demander si Malik Neighbors n'est pas là pour entamer la saison, à qui Jackson Dart va passer le ballon. Ouais, ça, c'est une très bonne question parce que Neighbors, il a déchiré plusieurs ligaments dans son genou. Puis là, bon, les camps d'entraînement commencent maintenant, puis il n'est pas prêt à s'entraîner. On ne sait même pas quand est-ce qu'il sera en mesure de participer à la saison 2026. Alors ça, c'est vraiment inquiétant selon moi. Parce qu'on a vu Malik Neighbors, l'excellent début de carrière qu'il avait, ben, cette blessure-là, un genou, est-ce que ça va dérouter sa carrière? Souviens-toi, au printemps, on avait vu des images de Neighbors qui participaient à un match de softball pour des œuvres de charité. Puis il n'était même pas capable de courir pour se rendre au premier but. Ça, c'était il y a environ 2 mois. Alors, ouais, c'est une question légitime. Qui va attraper les passes les passes de Matt Nagy si Malik Neighbors n'est pas en mesure de commencer la saison, parce qu'on n'a pas d'autres receveurs qui démontrent le potentiel d'être un receveur numéro un. En plus de ça, bon, on va avoir un nouveau système. Étant donné qu'on a un nouveau groupe d'entraîneurs, Matt Nagy va être le coordinateur à l'attaque des Giants de New York. Il refait surface. Il était avec les Chiefs de Kansas City. Mais je ne sais pas si tu te souviens, Marc-André, lorsque John Harbaugh s'est présenté à New York, son choix, c'était Todd Monken afin d'être coordinateur en attaque. Monken avait été son coordonnateur offensif lors des dernières saisons à Baltimore. Puis là, à la dernière minute, Monken a accepté l'emploi d'entraîneur-chef avec les Browns de Cleveland, étant donné que personne ne voulait ce poste d'entraîneur-chef. Monken, lui, il a dit oui. Puis là, soudainement, John Harbaugh s'est retrouvé les mains vides. C'est là qu'il a embauché Matt Nagy. Matt Nagy qui était chez lui. Les Chiefs n'avaient pas renouvelé son contrat. Personne ne voulait de Nagy. Là, on se retrouve avec Matt Nagy comme coordinateur offensif. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais clairement, il n'était pas le premier choix de John Harbaugh. Et puis, Matt Nagy, ben, c'est ça. On l'a vu quand il était entraîneur-chef avec les Bears. Ça avait été un fiasco. Les seules fois qu'il a connu du succès, c'était lorsqu'il était un des adjoints d'Andy Reid. Alors, est-ce que c'est à cause de lui ou plutôt en raison du brio d'Andy Reid? Moi, j'aurais la tendance à dire que c'est en raison du fait que Andy Reid est un des meilleurs entraîneurs-chefs de l'histoire de la NFL. Alors, moi, Matt Nagy, comme coordinateur en attaque, en charge du développement de Jackson Dart, ça ne m'inspire vraiment pas confiance. Moi aussi, j'ai peur, Didier. J'ai vraiment peur parce que, rendons à César ce qui appartient à César. La saison 2018, sa première avec les Bears, on avait vu de belles choses, notamment avec Mitch Trubisky, si on s'en souvient. Mais depuis, c'est difficile. Je suis un peu comme toi. Les attaques dirigées par Matt Nagy n'ont jamais terminé plus haut que le 15e rang en termes d'efficacité en attaque. Moi, ça me fait peur parce qu'avec les Chiefs, écoute, l'attaque des Chiefs depuis 3 ans, ça fonctionne pas là, tant que ça. Puis l'année dernière, ça a été compliqué. On a ramené Eric Bieniemy du côté des Chiefs, pas pour rien, parce que Matt Nagy ne livrait pas la marchandise. Moi aussi, ça m'effraie Mhm. de voir que Matt Nagy est en charge de cette attaque-là. J'adore Jackson Dart. Je pense que si je mets mon chapeau fantasy, je pourrais connaître une grande saison fantasy, mais le fait de voir Matt Nagy là, et là, on peut même s'attarder sur le jeu au sol. On va y revenir parce que je veux te parler également d'Isaiah Likely. Je pense qu'on cherchait peut-être un gars qui va recevoir davantage de ballons. Ben, Isaiah Likely a suivi John Harbaugh de Baltimore, on lui a donné un contrat.
Mais est-ce que vraiment c'est la solution au problème en attaque par la voie aérienne des Giants? Écoute, Likely l'année dernière, c'est seulement 307 verges et un seul touché. Oui, il a été limité, mais quand même, là, c'est pas les gros chars quand on y pense. Est-ce que justement, là, Isaiah Likely pourrait être une solution justement à l'absence de Malik Neighbors? Non, 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 non. La réponse est non, là, ça va s'en prendre plus que ça. Tu sais, tu viens de parler des statistiques de Likely. Likely, c'est un bon ailier rapproché, mais on parle d'un receveur numéro un. Neighbors a démontré qu'il avait le talent afin d'être un receveur numéro un. Alors non, la réponse, c'est non. Je pense qu'on va miser davantage sur le jeu au sol également du Ouais, côté des Giants exact. de New York. Pourquoi je dis ça? On a mis sous contrat Patrick Ricard, lui aussi un ancien des Ravens de Baltimore. C'est un autre joueur, bien sûr, que John Harbaugh connaît bien. Quand tu fais ce contrat, un centre arrière là, de quoi? De 280 livres ou à peu près, c'est parce que tu as l'intention de courir avec le ballon. Là. Alors, je pense que ça va être ça afin de donner un coup de main justement à notre carrière et dû au fait qu'on est limité à la position de receveur de passe. Mais là, ça m'amène à parler de Cam Skadebou. Hein, Marc-André? Je sais que tu as Non, vu sa mais vidéo de lui qui a essayé de faire un saut périlleux arrière alors qu'il se remet d'une fracture une cheville l'année dernière, puis là, il a raté son atterrissage. Heureusement, il ne s'est pas blessé à nouveau. Je veux dire de quoi? Hans Kadebo et Dart, là, ils n'ont pas l'air d'être les deux joueurs les plus brillants là, à l'extérieur du terrain. Là. écoute, c'est ça que tu me fais comme relance. Non, ils ont pas l'air, parfois, ils ont pas l'air de réfléchir avant d'agir. On va dire ça, comme dirait ma mère. Mais oui, Ouais. l'attaque au sol, elle était quand même cinquième pour les verges au sol l'année dernière. Là. C'était quand même. On avait une moyenne environ de plus de près de 130 verges par match. Donc, moi aussi, je pense que Cam Skadebo, c'est un bon porteur de ballon. Je pense que c'est un porteur de ballon nord-sud, évidemment. Là, c'est pas le gars le plus rapide, mais c'est le gars avec justement là, qui attire les foules, puis qui attire la sympathie de ses coéquipiers, qui peut créer une étincelle au cours d'un match avec une course en puissance, un peu à la Travis Tice, on en parlait dans un podcast récent. C'est un peu ça, Cam Skadebo. Là. On baisse la tête puis on y va par en avant. C'est sûr que ça vient avec sa part de risque également en termes de durabilité, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça me ramène à Matt Nagy et Didier. L'année passée, l'attaque au sol des Chiefs, là, l'as-tu trouvé bonne, toi? On était tellement pas bonne Non, qu'on a ben, été chercher Kenneth. on n'avait pas de On a porteur été de cher- ballon. Ouais. Ah, ben c'est ça. Est-ce que c'est une histoire de personnel sur le terrain? Est-ce que c'est une histoire de coaching? C'est ça qu'on va voir. Parce que du côté des Chiefs, on a été chercher Kenneth Walker l'année dernière. Là, ça marchait pas du tout l'attaque au sol. Vous allez me dire, ouais, Kareem Hunt, euh, euh, Hmm. Clyde Edwards-Helaire, ces choses-là, Pacheco on était peut peut-être. blessé. Exact. Pacheco était blessé, mais quand même, je veux dire, ça fonctionnait pas. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Même l'attaque au sol pourrait peut-être Non, régresser, si tu veux mon avis. non, moi j'ai mes réserves. Tu sais, je viens de dire concernant Matt Nagy, encore une fois, il n'était pas le premier choix de John Harbaugh. Non, j'ai mes réserves. Une chose que je vais dire toutefois, la ligne à l'attaque, elle est mieux que qu'est-ce qu'elle était. Bon, on va dire durant les 10 dernières années, là, du côté des Giants, on a utilisé des ressources année après année au repêchage. On s'est trompé avec cette sélection, avec certaines de nos sélections, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que la ligne à attaque ne sera pas un problème. Il y a Manny Noah qu'on a repêché en première ronde. Il joue à la position de bloqueur avec les Hurricanes de l'Université de Miami, mais là, on va utiliser à la position de garde à droite. Tu sais, ça fait quelques équipes là, qui ont repêché des bloqueurs en première ronde lors du dernier repêchage. Puis, on les fait commencer leur carrière à la position de garde. Il y a des gens qui n'étaient pas certains si Manny Noah sera en mesure de jouer à la position de bloqueur dans la NFL. Bien, il va commencer comme garde. Puis, c'est tout un bloqueur au sol, justement. C'est des raisons pour lesquelles j'en parle, vu qu'on venait de parler du jeu au sol. Alors, moi, je crois que c'est incroyable à dire. Pour la première fois en 10 ans, la ligne d'attaque des Giants pourrait être une force en particulier afin de créer des brèches pour le jeu au sol, pour Scottaboo et Tracy. On verra si ça pourra offrir une bonne protection également à Jackson Dart. Mais pour une rare fois, là, lors des 10-12 dernières années, les Giants, je ne crois pas qu'ils vont miser sur une des pires lignes à l'attaque de la NFL. Mais parlons de pire, parlons de la défense, qui, elle, a été vraiment pas bonne l'année dernière. 26e pour les points alloués par match et 28e pour les verges allouées par match. On a perdu Dexter Lawrence, Didier. On avait déjà de la misère contre le jeu au sol. 5,3 verges allouées en 2025, oui. J'ai eu un petit bug. C'est C'était la juste pire l'année moyenne dernière. dans... C'est juste il y a un an. Oui, c'est ça. C'était la pire moyenne dans la NFL. Puis là, on a perdu Dexter Lawrence. Moi, je vois que peut-être ici, il y a un problème à l'horizon. Là.
Ouais, défensivement, du côté des Giants, écoute, on a essayé d'investir durant la saison morte du côté de l'unité défensive. Bon, oui, on a perdu Dexter Lawrence, mais on a mis ce gros trait à DJ Reader, anciennement des Lions de Détroit. On sait que la force de Reader, ben, en tant que plaqueur, c'est justement contre le jeu au sol. On a mis ce contrat le vétéran Tremaine Edmonds, anciennement des Bills de Buffalo et des Bears de Chicago. Alors, on a utilisé des ressources. Il ne faut pas oublier Alvin Reese. Un choix de première ronde également. Et puis, Alvarez, on sait qu'il est extrêmement polyvalent. Ben là, il va jouer à la position de secondaire. Position de secondaire extérieur de ce qu'on a vu lors du mini-camp des Giants de New York. J'ai hâte de voir sa situation de troisième essai long. Si on ne va pas le déplacer justement à la position d'ailier défensif pour chasser les carrières adverses. Donc, on a utilisé des ressources. On était conscient de ce que tu as dit, Marc-André, j'ai l'impression, du côté des Giants. Alors, la défense, en théorie, il me semble qu'elle devrait être améliorée, mais ça fait quoi? Lors des dernières années, on a misé sur plusieurs anciens choix de premier rond au niveau de la ligne défensive. Puis malgré tout, ben, le front de la défense des Giants était loin de faire partie de l'élite de la NFL. On parle de Kayvon Thibodeau, entre autres. On parle de Abdul Carter. Seulement 6 départs l'année passée. Abdul Carter, Didier, a même été cloué au banc à quelques reprises. On parlait un peu de Ouais. maturité dans son cas. Il faudrait vraiment que lui hausse son jeu d'un cran, même de 2-3 crans, là, je te dirais, pour que les Giants connaissent du succès. Oui, puis j'ai hâte de voir si Kayvon Thibodeau va terminer la saison avec les Giants. Souviens-toi, lorsqu'on était à la période du repêchage, il y avait des rumeurs de transactions. On disait que les Giants allaient les changer. Puis encore plus, une fois qu'on a repêché Alvel Reese, mais là, on est rendu à la fin du mois de juillet. Les camps d'entraînement commencent du côté de la NFL et c'est toujours un membre des Giants. Mais lui, ça va être un nom qu'on va garder en tête quand la date limite des transactions va approcher du côté de New York. Je ne suis pas certain que Thibodeau va terminer la saison dans l'uniforme des Giants. Mais tu l'as dit, là. De son côté, Abdul Carter, ben, il va devoir démontrer de la maturité. Tu sais, on avait entendu parler du fait qu'il s'endormait durant les réunions et tout. Là, il y a un nouvel entraîneur-chef, John Arba. Il est très jeune, Abdul Carter. Mais là, tu es dans la NFL. Tu vas commencer ta deuxième année. Là, ces choses-là, ça ne peut pas se répéter. Je suis prêt à lui donner un mulligan. Tu sais, il a été repêché, je pense qu'il avait 20 ans, 21 ans. Tu sais, il est comme, il était vraiment jeune lorsqu'on l'a repêché l'année dernière. Donc, je suis prêt à lui donner une excuse pour la saison dernière, mais ça ne peut pas se répéter cette année. Là, du côté de Carter, on va avoir besoin de lui. Puis Brian Burns, ben, à l'opposé, lui, c'est une valeur sûre. Hein. C'est un vétéran, année après année. Euh, L'année dernière, il a été le meilleur joueur en défense des Giants. Malgré le fait que cette équipe-là tirait de l'arrière, que la saison ne s'est pas bien déroulée, il donnait sa pleine mesure, un peu comme Jeffrey Simmons en position de placard avec les Titans du Tennessee. Même s'il jouait parmi une des pires formations de la NFL, ces deux joueurs-là, Brian Burns et Simmons, ont donné leur pleine mesure. Alors moi, je m'attends à voir ça encore une fois de la part de Brian Burns cette année. 16,5 sacs l'année dernière pour Brian Burns. Deuxième rang dans la NFL, derrière évidemment Myles Garrett. Quatrième également pour les plaqués sur des corps adverses. Et on espère que Carvel Reese va être justement le Smithers à Burns. T'as pas une dessus? Ah oui, les Simpsons. C'est bien Je vois pas bien tes fait quand même. références de films, mais références des Simpsons, ça, je les ai. Je les ai en poche. Et, Ouais. et pour Abdul Carter, Didier, je sais pas si tu as vu, parenthèse, le discours là, de John Arba qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi, en tout cas, si on Non, je parlait ne l'ai pas de... vu. si on parlait si tu penses que Abdul Carter dormait dans les meetings puis dans les discours, écoute, il devait somnoler là, quand John Arba a fait son introduction aux Giants. Écoutez, si vous avez la chance d'aller voir ça, là, tapez John Arba. C'était pas Hmm. un discours très enflammé là, pour un gars qui est reconnu Ah ouais, tant que ça. écoute, j'étais pas inspiré. Moi aussi, je pensais être craqué, gonflé à bloc après ce discours-là. Puis il y a même des gens là, qui pensent peut-être qu'il a perdu sa fastball, comme on dit, sa balle rapide, John Arba, mais ça reste à suivre. Ça se pourrait, ça. Non, mais tu fais bien de le mentionner. C'est une possibilité, là. Il est rendu à un certain âge. Ça parlait, quoi, il a passé 18 années Mhm. à titre d'entraîneur-chef des Ravens de Baltimore. Puis on a vu dans des dernières années, tu sais, les Ravens perdaient toujours de la même façon, perdaient des avances. En deuxième demi, combien de fois c'est arrivé, Marc-André? Combien de fois tout le monde en a parlé, là, lorsqu'on Mhm. enregistrait le podcast? On se dit encore, les Ravens, ils ont flanché au quatrième quart. Alors, ça, c'est signe que peut-être son message ne passait plus à Baltimore. Alors, ça va être quelque chose à surveiller. Tu sais, on l'a dit, l'arrivée d'Arbour avec les Giants, ça ajoute de la crédibilité. Est-ce que ça va
nécessairement se transformer en victoire, ça reste à voir. C'est ça. Peut-être qu'il a perdu sa balle rapide, peut-être qu'il n'a plus la même pogne qu'il avait sur le vestiaire, si on peut dire. Alors ça va être observé. Ça ne veut pas dire que les Giants sont sortis du bois parce qu'ils ont John Harbaugh comme entraîneur-chef. Loin de là. Et pour compléter sur la défense, on sait que les Giants, on va chasser les corps adverses, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Parce que la tertiaire, en terminant, ça pourrait être un problème. C'était pas notre force, c'était notre faiblesse l'année dernière. Puis on fonde beaucoup d'espoir sur Colton Hood, entre autres, là, un choix de deuxième ronde, qui était, selon quelques observateurs, aurait pu sortir en première ronde. Ça a été une bonne sélection des Giants en deuxième ronde, mais quand même, la tertiaire, là, ça peut poser problème en 2026. Oui, on a mis sous contrat Craig Newsom, anciennement des Browns de Cleveland, demi de coin, anciennement des Browns de Cleveland et des Jaguars de Jacksonville, c'est un vétéran. C'est quand même un demi de coin professionnel. Donc, ça devrait donner un coup de main. Mais oui, ça va être à surveiller la tertiaire. Puis, est-ce qu'on va pouvoir chasser le carrière? Parce qu'on a du talent sur cette ligne défensive-là, mais l'année dernière, mis à part Brian Burns, il n'y a personne qui était constant, toutefois. Alors, ça Mhm. aussi, ça sera à surveiller. Si on regarde maintenant le total de victoires des Giants, et ensuite on a une question de Caulfield Ouais. 2023 sur Instagram, mais on regarde le total de victoires, Gas, Cam Scaribo. Il doit Hmm. avoir. J'espère qu'il n'a pas raté l'atterrissage de celui-là. Je pense que non. Hein. C'est parfait. Probablement pas. Durant les matchs, non, probablement pas. Mais bon. Plus ou moins 7,5 victoires pour les Giants. Didier, t'en penses quoi cette saison? Ah, plus ou moins 7 victoires et demie. Écoute, on voit ici là, sur le tableau, depuis leur Super Bowl de 2011, les Giants ont une fiche de 8 victoires ou plus seulement à 3 reprises. Ça fait plus de 15 ans que ça dure, là, ça, Marc-André. Hein? Ça fait très longtemps. Ah, bon, pour répondre à la question de la prédiction du côté des Giants, je vais dire moins, Marc-André. Moins, moins. Que 7 victoires et demie du côté de New York. C'est une autre équipe, je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. On vient d'en parler. Est-ce que John Harbaugh a toujours sa balle rapide? On verra bien. Mais c'est ça. Du côté de la ligne défensive, il y a du talent. Mais là, c'est sans Dexter Lawrence. Et ce talent-là n'a pas produit avec constance par le passé sous un nouveau régime. Est-ce que ça va être différent? On verra bien, encore une fois. Jackson Dart, je t'ai dit, moi, je trouve que j'ai des réserves personnellement. Encore une fois, on va voir s'il sera en mesure de se développer, mais avec Matt Nagy qui va être en charge de son développement, moi, ça m'effraie, ça me fait vraiment peur, là, ça. Là, parce que, on en a parlé en long et en large, Matt Nagy. Donc, on lui donne la responsabilité de développer le joueur le plus important de la concession. Alors, moi j'ai vraiment des réserves face à ça. Puis l'attitude également de Jackson Dart. Euh, donc, c'est ça, c'est trop de points d'interrogation pour moi pour croire que les Giants ont réellement tourné le coin. Alors, moi, j'y vais avec un moins de 7 victoires et demie pour l'équipe new-yorkaise. Soit de ton côté, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? L'arrivée de John Harbaugh dans le Big Apple, Jackson Dart a dit que tu croyais en Jackson Dart. Tu es déjà un peu compromis. Alors, est-ce que ça veut dire que tu crois que les Giants vont gagner plus que 7 matchs et demi cette saison? Je crois en Jackson Dart au niveau fantasy, mais dans le vrai football, dans la Tu réalité, l'endosses. euh, je l'endosse moyennement, je te dirais. Les Giants ont au moins obtenu 10 défaites dans 10 de leurs 12 dernières saisons. Et je pense juste que de ne pas avoir 10 défaites cette saison, ce serait un pas en avant. Mais j'ai mis moins, moi aussi, pour les Giants à Ah, 7,5 parce que je pense qu'on pourrait avoir une progression, mais de là à dire qu'ils vont participer aux éliminatoires ou quoi que ce soit, moi, je trouve que la marche est vraiment trop haute. Et ça m'amène justement à la question de Caulfield 2023 ou 2023 sur Instagram qui nous demande Salut les boys, question pour le podcast. Je crois qu'avec tout le monde en santé, les Giants peuvent remporter la division. Qu'en pensez-vous? Je vais répondre d'entrée de jeu, Didier. Les Giants n'ont pas remporté la division Est de la nationale depuis 2011 et je pense que la disette va se poursuivre parce que je pense que c'est encore. Je pense qu'on va avoir une progression dans leur cas, les Giants, mais je pense que, comme je viens de le mentionner, là, je pense que ça demeure quand même euh, hmm. l'une des moins bonnes équipes, sinon la moins bonne équipe de cette division-là en 2026. Ouais, ben merci à Cofield 2023 pour sa question. Moi aussi, je ne crois pas que les Giants vont être en mesure de terminer au premier rang. Là. C'est une équipe qui en arrache depuis longtemps, comme on vient de le dire. Donc, je ne crois pas que c'est une de ces formations-là à tous les ans. Dans la NFL, il y a une équipe qui termine en dernière position l'année précédente, et puis là, elle est en mesure de participer aux éliminatoires et de surprendre tout le monde, comme les Patriots ont fait l'année dernière, les Commanders il y a 2 ans.
crois pas que ça va être autour des Giants de New York en 2026. Alors, je crois, on s'entend là-dessus. Écoute, Marc-André, on va y aller du côté du fantasy football concernant les Giants de New York. Tu viens de nous dire, là, tu viens de déclarer ton amour au Jackson Dart en tant que carrière fantasy football. Donc, j'imagine que tu crois qu'il va connaître une bonne année, là, puis qu'il va finalement être un bon joueur sur lequel compter en termes de fantasy football. Quand un corps arrière est mobile en fantasy, mes yeux pétillent instantanément. Et c'est le cas Hmm. avec Jackson Dart. Plus de 23 points par match en 7 départs sous Brian Daboll. Ça, c'est important. Il était top 3 à la position de corps arrière sous Brian Daboll. Il y avait 16% de courses planifiées, donc de jeux désignés pour Jackson Dart pour qu'il court avec le ballon sous Brian Daboll. C'était bon pour le premier rang dans la NFL et c'était hautement efficace. Par la suite, lorsque Brian Daboll a été congédié, ça a descendu à 7% et c'est là que Jackson Dart a commencé à connaître des difficultés. On a parlé en long et en large du nouveau commentaire offensif Matt Nagy. Moi, ça ne m'inspire pas confiance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai mes réserves un peu comme toi, même au niveau fantasy. Et j'ai une petite stat, c'est le fun pour toi. Depuis 2014, 31 des 34 quarts avec au moins 100 portées dans une saison ont terminé dans le top 12, donc comme quart numéro 1. Ça, c'est une efficacité de 91%. Donc, depuis 2014, si vous avez un quart qui a 100 portées, il finit comme quart numéro 1 fantasy en fin de saison. 91% du temps, ça, c'est vraiment, vraiment haut et c'est non négligeable dans le cas de Jackson Dart. Je pense qu'il est capable de le faire. On le repêche à cet effet en ce moment, quart numéro 7 au niveau fantasy, choix de 9e ronde. Je trouve que son prix est correct. C'est l'endroit où on devrait repêcher Jackson Dart. Mais j'adore Jackson Dart au niveau fantasy, mais encore là, Matt Nagy, ça m'effraie énormément. Mais en 9e ronde, je cliquerais volontiers sur Jackson Dart en ce moment au niveau fantasy parce que justement, le fait qu'il soit une double menace, ben, au niveau fantasy, ça paie. Alors, est-ce que tu es aussi optimiste dans le cas du porteur de ballon, Cam Scarborough? Écoute, il faisait sensation avant de se blesser. Tu as décrit son style de course tout à l'heure. C'est un porteur de ballon qui est robuste, qui est énergisant, peut y aller d'une course où il se défait d'une demi-douzaine de plaqués, puis ça énergise l'équipe des Giants au complet. Alors, est-ce qu'il semble être remis de sa fracture à une cheville? Mais est-ce que tu penses qu'il va pouvoir, ben c'est ça, reprendre là où il avait laissé l'année dernière en étant un porteur de ballon très productif? J'adore la valeur de Cam Scalebo Didier en ce moment, porteur de ballon numéro 22, fin quatrième, début de cinquième ronde. Si vous me jurez qu'il est à 100% lors de la première semaine, moi je vois Cam Scalebo comme une méchante bonne aubaine en ce moment au niveau fantasy. 617 verges et 7 touchés en 8 matchs, mais 304, près de 400 verges et 4 touchés en 4 matchs complets. Évidemment, quand on parle de match complet, c'est ça qui effraie les gens par rapport à Cam Scalebo, c'est que justement son style est quand même, comme tu l'as dit, téméraire tout à l'heure. Faut pas oublier non plus que Cam Scalebo a des mains habiles quand même. Il a été ciblé à un rythme de 68 passe la saison dernière, ça aurait été bon pour le 7e rang à la position de receveur de passe. Donc, c'est un gars qui peut avoir un impact dans le jeu aérien. Ça, c'est intéressant. Et lorsqu'il était partant, lors des 4 semaines où il était partant l'année dernière, il a obtenu plus de 20 opportunités par match, alors que Tyron Tracy en avait seulement 10. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que lorsqu'on a fait de lui le partant, on lui a donné toutes les occasions de se faire valoir. Je l'ai dit, c'est un style robuste, mais dangereux. Mais comme porteur de ballon, comme je l'ai dit, numéro 22, 4e ronde, 5e ronde, j'adore en ce moment la perspective là, que Cam Scalebo peut m'apporter au niveau fantasy. Ça va demeurer, selon moi, un excellent là, porteur de ballon numéro 2 d'une formation fantasy. Ouais. Est-ce que tu es propriétaire d'une boule de cristal? Parce que là, j'ai l'impression que c'est ça, ça va prendre, là, si on veut, avant une discussion au propos de Malik Neighbors. On l'a Mm. dit, il est toujours ennuyé par cette grave blessure à un genou qu'il a subie en 2025. Receveur numéro 20 en ce moment, c'est sûr que c'est une méchante aubaine. Vous avez un rabais sur lui parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. S'il est là lors de la première semaine et à quel point il sera à 100%, ça demeure une énigme. Mais l'année passée, receveur numéro 9 avant sa blessure entre les semaines 1 à 3. Et on se souvient de son match lors de la semaine numéro 2. Là, il avait complètement torché les Cowboys de Dallas, 167 verges et 2 touchés. Mais déchirure du ligament croisé antérieur lors de la semaine numéro 4, on vient de le mentionner plus tôt. Il a été opéré à nouveau durant l'entre-saison. Il ne sera pas prêt potentiellement pour le début de la saison, mais écoutez, si vous pouvez, je ne sais pas moi, dans un repêchage fantasy, partir avec de bons receveurs de passe comme 1 et 2, si vous voulez mettre ensuite Malik Neighbors, s'il tombe votre receveur numéro 3, vous
vous avez un assez bon repêchage par la suite pour vous permettre d'attendre qu'il redevienne ce qu'il était. Je pense qu'en ce moment, là, receveur numéro 20, ça nous amène en quoi? Quatrième ronde également pour Malik Neighbors. Dépendamment de votre début de repêchage, je pense, et votre type aussi de pool, lorsqu'on a des keepers, c'est sûr que Malik Neighbors, là, ici, est beaucoup plus attrayant. Mais j'ai hâte de voir, Didier, parce qu'en ce moment, dans un pool de type redraft, je pense pas que je cliquerais sur Malik Neighbors en quatrième ronde, mais dans un type keeper, je me permettrais d'attendre dans son cas. On va maintenant parler des Commanders de Washington qui ont été une grande déception l'année dernière, hein. Il y avait des attentes du côté des Commanders, étant donné qu'en 2024, on avait non seulement participé aux éliminatoires, mais on avait fait un bon bout de chemin en éliminatoire et on misait sur la sensation, la recrue Jaden Daniels. Mais l'année dernière, ça a été plus difficile. Et bref, on est allé de changement au niveau du groupe d'entraîneurs de Washington, Marc-André, afin d'essayer de ramener les Commanders dans la direction qui pourrait les mener aux éliminatoires. Entraîneur-chef Dan Quinn a eu un sursis, toujours là, mais on a changé ses deux Mhm. coordonnateurs principaux. Nouveau coordonnateur offensif, David Blau. Nouveau coordonnateur défensif, Daronte Jones. Ici, on regarde le tableau des départs et arrivées du côté des Commanders, Didier. On a dépensé là, sur le marché des joueurs autonomes, on avait de l'argent disponible, 159 millions de dollars de dépensés, 20 signatures, c'est pas rien. Possiblement 6 partants potentiels en défense. On les voit dans les arrivées, là. Odafe Awe, entre autres, Jason, Mhm. Omenui aussi, évidemment Sonny Starr, on va en reparler plus tard. Mais écoute, Didier, ce qui est impressionnant, là, c'est qu'on a essayé justement là, la défense, on s'essuie puis on recommence. Puis c'est pas mal ça qu'on a essayé de faire du côté des Commanders. Ouais, puis on s'est débarrassé du bois mort aussi, autant en Ouais. défense qu'en attaque. Tu sais, je parle de joueurs vieillissants, Marshall Lattimore, Austin Eckler, Zach Ertz, Bobby Wagner, Debo Samuel. Tu te souviens, là, Debo Samuel, là, les gens s'emportaient sur les réseaux sociaux lorsqu'on a complété la transaction. Il me semble que c'est par votre transaction avec les Niners, hein, qu'on avait amené Mhm. Debo Samuel à Washington. Et puis moi, j'avais dit, il n'a pas nécessairement connu une mauvaise saison, mais je ne crois pas que c'est la tournure qu'il fallait prendre du côté. Je ne crois pas que c'est la direction dans laquelle les Commanders devaient aller, Marc-André. Après la saison 2024, qui avait été une saison magique, là, on a juste ajouté d'autres vétérans, puis ça n'a vraiment pas fonctionné. Moi, j'aurais préféré les Commanders miser sur la jeunesse, comme on essaie de faire maintenant, mais c'est ça qu'on aurait dû faire l'année dernière. Alors, on a perdu une saison. C'est comme si c'est devenu une saison perdue du côté des Commanders, le fait qu'on a misé sur des joueurs vieillissants. Comme ça, on a été séduit par la saison 2024. On s'est dit, ben, si on ajoute des vétérans, peut-être que ça va nous permettre d'accéder au Super Bowl. Alors, c'est pas du tout ça qui est arrivé. On a raté les éliminatoires à la place du côté des Commanders. Alors, j'ai hâte de voir ça, là, cette injection là, de nouveaux joueurs va permettre à Washington de retourner en éliminatoire cette année. C'est pas maintenant, on était la formation la plus vieille de la NFL l'année dernière. Et tu as parlé de saison perdue. Elle a été perdue aussi parce que Jaden Daniels n'a disputé que cette rencontre, n'a pas été épargné par les blessures en Ouais. 2025. Et on a une question à cet effet de la part de PL Roussowski sur Facebook. Il demande est-ce que ça va être une année de rédemption là, pour Jaden Daniels, justement, Mm. s'il est en mesure de rester en bonne santé? Didier, t'en penses quoi? Ouais, ben ça, c'est la chose numéro un, hein. Il ne peut pas rater de match, du moins, il ne peut pas subir une blessure qui va lui faire rater plusieurs matchs. Mais Jaden Daniels, physiquement, il n'est pas imposant physiquement. Tu sais, puis, on se disait, lorsqu'on l'a repêché, ouf, est-ce qu'avec sa charpente, il va pouvoir tenir le coup? Ça a bien été lors de son année recrue, mais là, l'année dernière, ben, il a subi des blessures. Mais en plus de ça, tu as mentionné le nom de David Blau, le nouveau coordinateur à l'attaque du côté des Commanders. Moi j'ai bien hâte de voir ça parce que il n'a jamais sélectionné de jeu à David Blau. Tu sais. Puis là, il va devoir le faire dans le feu de l'action pour la première fois au niveau de la NFL avec un carrière qui est extrêmement talentueux, qui est une double menace. Mais c'est ça, David Blau, ça représente un gros point d'interrogation. Tu sais, on sait que Jaden Daniels, on a vu ce dont il est capable. Là, on le met dans les mains de David Blau, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Blau jouait il y a quelques années à peine, Marc-André. Donc ça, honnêtement, ça m'effraie. Ça m'effraie de voir que l'environnement pour Jaden Daniels, pour un jeune carrière, n'est pas idéal. Tu sais, tout à l'heure, on va parler de la position de receveur de passe. Il n'y a pas grand-chose à la position de receveur du côté des Commanders de Washington. Là, tu emmènes un coordinateur qui n'a pas d'expérience, qui va sélectionner les jeux durant les rencontres pour la première fois. Ça, il me semble que ce n'est pas un environnement
propice pour un jeune carrière comme les Jaden Daniels. On dit qu'il va avoir davantage de play action là, de la part des Commanders, mais ça reste à voir. Et justement, le groupe de receveurs, c'est ça aussi Parlons de quelque chose qui m'effraie pour Jaden Daniels, c'est ça. Parce qu'on a Terry McLaurin, puis après ça, on a qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ouais, Je exact. pense sincèrement que Brandon Ayuk était dans les plans jusqu'à temps que Brandon Ayuk, sa carrière dérape, Garde la on va tête. dire Ouais. ça comme ça, ouais, exact. Pour le meilleur et surtout pour le pire, je vous dirais, Brandon Ayuk. Mais là, c'est ça, on a repêché Antonio Williams, de qui on dit de belles choses, mais ça demeure un gars qui En était troisième ronde. Ouais, un gars qui était utilisé surtout à l'intérieur comme demi-inséré. Est-ce qu'il peut jouer à l'extérieur? Ça reste à voir. On a des ajouts comme Van Jefferson, entre autres, qui a de l'expérience, mais c'est pas mal ça. On a signé à la position d'ailier rapproché Chego Okonkwo. Ça va peut-être être lui, là, la deuxième option dans le jeu des aériens des Commanders. Moi, ce jeu aérien-là, les receveurs, le groupe de receveurs, et j'inclus l'ailier rapproché, ça m'effraie. Ouais. Non, moi aussi, je vois ça comme toi. Okonkwo va devoir être le deuxième receveur, la deuxième option pour Jaden Daniels après Terry McLaurin. Si McLaurin peut rester en santé, souviens-toi, l'année Mhm. dernière, il avait fait la grève. Finalement, on l'a récompensé avec une prolongation de contrat. Une des raisons pour laquelle on était réticent à lui donner la prolongation de contrat du côté des Commanders, c'était parce qu'il était rendu dans la trentaine. Lui, il disait non, non, je suis dans la meilleure condition physique que j'ai jamais été. Il signe son contrat immédiatement, Marc-André. Immédiatement, il se blesse. Puis ça a été long avant qu'il revienne au jeu. Donc, c'est ça. McLaurin, c'est notre receveur numéro un. Là, est-ce qu'il va pouvoir éviter les blessés? Puis Okonkwo, sur papier, semble être la deuxième meilleure option. On va voir comment quand l'entraînement va aller pour Antonio Williams. Je ne sais pas, mais il n'y a rien qui me manque confiance du côté de Washington. Pour l'instant, Antonio Williams est listé comme deuxième receveur. Troisième, Luke McCaffrey. On a Diami Brown aussi qui a des flashs de temps en temps. Et le bon vieux Traylon Hmm. Burks. On se souvient qu'il y a eu des flashs l'année Ah, toujours dernière dans avec la les NFL. Hein? Commanders. Hmm. Oui! Toujours dans la NFL. Un ancien choix de première ronde des Titans du Tennessee. Celui qui était supposé remplacer A.J. Brown. Lorsqu'on avait échangé A.J. Brown des Titans aux Eagles. Bref, bon, tant mieux pour lui, c'est toujours dans la NFL, mais je ne crois pas qu'il va devenir l'option numéro 2 ou certainement pas l'option numéro un pour Jaden Daniels, Passons, par exemple. Là. passons rapidement sur le groupe de porteurs de ballon. On a Bill, Jackery Krusky Merritt. On a amené Rashad Mhm. White là, des Buccaneers de Tampa Bay. Ça peut être une option parce que Jackery Krusky Merritt, c'était pas le gars le plus efficace dans la situation de passe. Rashad White peut faire ça, peut prendre ce job-là assez facilement. On a repêché Katron Allen et on a Jeremy McNichols aussi qu'on a vu sporadiquement avec les Commanders au cours des dernières Ouf! années. Ouais, c'est ça. Ça Un aussi, autre, là, il ça est toujours m'effraie. là. Oui. Et ça aussi, ça m'effraie, le groupe de porteurs de ballon. Je trouve que ça aussi, là, on n'est pas Ah très ouais? bien garni ou nanti là, à la position. Ah, je trouve que c'est mieux qu'à la position de receveur. Non, tu trouves pas? Tu sais, au moins, tu as Rashad White, ce vétéran. Krosky Merritt a démontré de belles choses. C'est toi qui l'avais trouvé, là, pratiquement, là, durant Ouais, la saison morte. Tu avais été la première personne à ouais, mentionner son nom. À un moment donné, tu m'avais texté, tu m'as dit, hey, surveille ce gars-là. Tu sais, puis il a démontré, tu sais, il a du jus, il est quand même explosif. Rashad White a un style différent. Donc, tu sais, ça, je trouve ça intéressant, moi, personnellement. C'est la position de OK. receveur là, qui m'effraie, là. Moi, la position de receveur me fait peur du côté de Washington, là, honnêtement. Penses-tu que des vétérans qui demeurent, un Stephon Diggs, un Keenan Allen, pourraient joindre aux Commanders? Ouf, ben là, Stephen Diggs, bon, il y avait un procès durant la saison Oh, morte, puis là, il y a un homme qui est allé d'accusation en son endroit. Ça en fait beaucoup, là, tu sais, pour un receveur vieillissant, là, tu te dis, OK, est-ce qu'on veut amener tous ces problèmes-là potentiellement au sein de l'organisation? Probablement, il devrait régler, là, le problème qu'il a avec les accusations qu'un de ses anciens amis porte contre lui. Tu sais, regarde, on n'a pas voulu toucher à Brendan Ayuk. Je pense pas qu'on va vouloir amener Stephen Diggs au sein de l'organisation. Puis Keenan Allen, écoute, il est rendu tellement là. La vitesse n'a jamais été sa carte de visite. Mais là, sur sa petite carrière. Mais encore une fois, Marc-André, tu sais, tout ça, ça serait juste quoi? Mettre un pansement ouais, sur une grave ouais. blessure, ça serait d'essayer de réparer l'attaque avec du scotch tape. Tu sais. C'est Mhm. ça. Moi, je crois vraiment.
la saison morte qu'on a eue l'année dernière, après la participation en éliminatoire, ça a vraiment, euh, mais ça a vraiment nu aux Commanders parce qu'on n'a pas adopté la bonne philosophie. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tu sais, le virage vers les jeunes, il aurait dû être entamé lorsqu'on on s'est aperçu que, wow, on a trouvé un diamant au repêchage en Jayden Daniels. Pourquoi pas essayer de l'entourer avec d'autres bons jeunes joueurs avec qui il va pouvoir grandir et se développer. Au lieu de ça, on a amené des vétérans qui ne font plus partie de l'équipe cette année. Puis là, ben, c'est ça, là, tu sais. On n'est pas bien nanti à la position de receveur de passe, puis on essaie de repartir à neuf. J'aime pas ça. J'aime pas ça du côté de l'organisation des Commanders. Et on va repartir à 9 en défense. Et il y a de quoi? L'année dernière, la défense des Aussi. Commanders, 27e pour les points alloués par match. Au dernier rang pour les verges allouées par match, 30e pour les verges allouées au sol par match et 31e pour les revirements. Ça, c'est beaucoup de 27, beaucoup de 30, beaucoup de. Ouais, hein? Donc, écoute, comme je l'ai dit tantôt, on s'essuie, on recommence avec Sonny Styles en tête, la recrue qu'on a repêchée dans le top 5. J'ai hâte de voir parce que Sonny Styles, là, en fait, il a le potentiel de devenir le visage de cette concession-là en défense. Oui, ben, c'est ce qu'on espère du côté des Commanders. Tu sais, tu te souviens de son corps d'évaluation au Combine, où ça a été un des meilleurs corps d'évaluation en termes de performance. Un joueur de son cabaret est aussi rapide au niveau des tests physiques. On n'a pratiquement jamais vu ça. Alors, j'ai hâte de voir de quelle façon il va se développer. Tu as parlé, tu as mentionné le fait qu'on pourrait miser jusqu'à 6 nouveaux partants du côté de Mhm. l'unité défensive. Ça, c'est à la suite du ménage qu'on a fait. Et tu as mentionné également le nom de Durante Jones, le nouveau coordinateur en défense. Lui, c'est un disciple de Robert Flores. Il était avec les Vikings du Minnesota, avec Flores. Donc, j'anticipe qu'on va vouloir blitzer, qu'on va être agressif du côté de la défense, qu'on va vouloir essayer de presser les carrières adverses de toutes sortes de façons s'il a bien appris sous Robert Flores. Et Durante Jones, Marc-André, était l'entraîneur des demi-défensifs des Alouettes en 2011. Alors, c'est une ancienne Wow! organisation montréalaise. Alors, écoute, on va lui souhaiter la meilleure des chances maintenant qu'il obtient son opportunité de coordinateur en défense du côté de la NFL. Tu as parlé de nouvelles signatures de partants potentiels. Odafe Howe, ça a été notre grosse signature, un chasseur de quart. On lui a donné Oui. 4 ans, 96 millions, donc 68 millions de garanties pour un gars qui, en moyenne, compte moins de 7 sacs par saison. C'est un vétéran de 6 saisons dans la NFL, Didier. Ça a fait sourciller bien des gens, ce contrat-là, mais force est de constater là, qu'on avait un grandement besoin, même un besoin criant de la part des Commanders à cette position-là. Oui, on a mis également sous contrat le vétéran Charles Omenihu, anciennement des Chiefs de Kansas City. Mais dans le temps de Howe, pourquoi, comme tu dis, là, ça fait sursauter des gens lorsqu'il a signé ce contrat-là avec les Commanders? C'est qu'il a réellement eu une bonne année de production. Ça a été l'année Mhm. dernière avec les Chargers, après qu'on l'ait acquis des Ravens de Baltimore. Lui, c'est un spécimen physique. Lorsqu'il jouait à Penn State, il avait peu de production à Penn State. Donc là, est-ce que c'est le début, finalement, ça débloque pour lui, étant donné que oui, il avait des outils physiquement, mais c'est un joueur en termes de technique pour chasser les carrières adverses, pour battre les bloqueurs. Il avait beaucoup à apprendre lorsqu'on l'a repêché. T'sais. Donc, est-ce que ça a finalement débloqué? On va voir cette année là, avec les Commanders. Est-ce qu'il va, pour la première fois de sa carrière, connaître 2 saisons productives consécutives? On ne l'a jamais vu faire ça. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se disent ouf, donc on a donné beaucoup d'argent à un joueur qui, depuis le début de sa carrière, a seulement connu une bonne saison. On a amené aussi dans la tertiaire aussi était suspecte l'année dernière. On a amené Amick Robertson, entre Ouais. autres. On a amené Nick Cross également, la position de maraudeur. Mais écoute, ça va en prendre plus que ça. Moi, je pense qu'elle demeure un point d'interrogation, là, cette tertiaire-là, du côté des Commanders. Ah oui, définitivement, là, tu sais, pour ça, Marshall Lattimore est plus là. Tu te souviens-toi, là, il y a 2 ans qu'on avait fait son acquisition, on se dit, ah, peut-être ça pourrait être la pièce manquante au niveau de cette tertiaire-là. Là, on s'est rendu compte que Marshall Lattimore, les blessures l'avaient rattrapé, se faisait battre régulièrement. Donc, tu vois, hein, il y a beaucoup de trous au sein de la formation des Commanders de Washington. Si on veut trouver du positif, peut-être parler de Darren Payne rapidement, qui est le gars qui est au centre de la ligne défensive, qui a connu quand même une excellente saison. Ça, c'est un gars fiable là, sur qui on va pouvoir compter du côté des Commanders. Ouais. Darren Payne, il a connu, comme je te dis, là, une saison assez intéressante l'année dernière.
Ouais, il est rendu à un certain âge, ça fait longtemps là, qu'il est Ouais. là. Alors, est-ce qu'il sera en mesure d'avoir une aussi bonne saison en 2026 qu'il a eu en 2025 à ce stade de sa carrière? Non, non, écoute, quand on va arriver au nombre de victoires pour les Commanders, au over-under, je vais prendre moins fort probablement. Parce que tu le vois, là, je crois pas que ça va être Ben, nécessairement une bonne saison du côté des on y Commanders. arrive, Didier. Ouais. En passant, Darren Payne, 29 ans, quand même. Pas encore 30 ans. Ah, ok, Mais ok, on y ok. arrive. Ok. Ouais, ouais, ouais. On y arrive justement au total de victoires, donc 7,5, Hmm. Didier. Et on a une question justement de Caulfield de 2023 encore sur Instagram qui nous a demandé quel est le vrai visage des Commanders? L'équipe qui a atteint une carré d'as il y a 2 ans ou celle qui a raté les séries ou les éliminatoires plutôt l'année dernière? Ouais, ben encore une fois, merci pour ta question, mais je veux dire, c'est l'équipe qui a raté les éliminatoires l'année dernière. Et je pense que c'est ça, les Commanders. 2024, il faut oublier ça qu'on passe aux Commanders, Marc-André. C'était beau comme Ah, saison, c'est magique. Je me souviens, à tous les dimanches, j'avais hâte de voir qu'est-ce que Jaden Daniels va faire. De toi, la fait de rencontres spectaculaires contre les Bears de Chicago et tout. Ça a bien été en éliminatoire aussi. Mais je l'ai répété déjà 2 fois là, depuis qu'on a commencé à parler aux Commanders. La saison morte qu'on a eue il y a 2 ans, on paye le prix jusqu'à ce jour. OK? C'était pas la bonne philosophie d'amener des vétérans à Washington. Alors, moi, je ne crois pas qu'on va participer aux éliminatoires du côté des Commanders. C'est la raison pour laquelle, en termes de victoires, moi, je vais choisir moins de 7 victoires et demie du côté de Washington. Alors, toi, de ton côté, est-ce que tu penses qu'ils vont participer aux éliminatoires? Puis, si tu crois qu'ils vont participer aux éliminatoires, ben, ça va se faire plus que 7 victoires et demie. Les Commanders ont terminé avec une fiche de 5-12 l'année dernière et 12-5 l'année précédente. La réalité, je pense que la vérité se situe entre les deux, selon moi, pour les Commanders. Surtout si Jaden Daniels demeure en santé. La défense, on l'a dit, plein de points d'interrogation, mais cette nouvelle philosophie-là, peut-être que ça va fonctionner. Par contre, 7,5, je vais mettre plus dans le cas des Commanders parce que vous allez voir plus tard, j'en ai mis plus dans mon classement, dans mes prédictions, mais pas beaucoup plus, je vous confirme. Fait que oui, je vais y aller avec plus Ouais. parce que je pense que justement, là, on peut chatouiller les éliminatoires avec un Jaden Daniels en santé, même si le groupe de receveurs est peu éloquent. M'impressionne pas beaucoup, mais oui, je vais mettre plus dans le cas des Commanders. Ouais, puis je sais pas si tu as vu sur le tableau, je sais pas si j'ai bien lu en fait, les Commanders ont participé seulement 7 fois aux éliminatoires lors des 30 dernières saisons. C'est bien ça, je crois, qui était sur le tableau. Faut pas oublier Ça durant se l'ère peut. Daniel Snyder, plus souvent qu'autrement, on ne participait pas aux éliminatoires. Ben, bref, Mm. je pense qu'on va ajouter à la liste là, de saisons sans participation éliminatoire du côté des Commanders. Ça n'arrivera pas en 2026. Peut-être que je me trompe. Ils nous ont surpris en 2024. Alors, on va voir si l'histoire va se répéter 2 ans plus tard. Maintenant, côté fantasy, ça a l'air de quoi les Commanders? Il faut commencer, bien sûr, avec Jaden Daniels. On vient d'en parler. On espère qu'il sera en mesure de rester en santé, puisqu'il était tellement électrisant en 2024. Alors, est-ce qu'il va pouvoir retrouver la forme, la carrière maintenant de 3e année de Washington? Il y a quelques semaines, j'ai mis Jaden Daniels au 3e rang de mon classement fantasy des carrières. Puis je Ah commence, oui. je vous le cacherai pas, oui, oui. Puis je commence à refroidir un petit peu du côté de Jaden Tu Daniels. regrettes ta décision? Ben, non, mais Didier, le fantasy, c'est en constante évolution. On doute de tout, on peut changer. Puis je pense que justement, là, avec un groupe de receveurs aussi peu Comme des actions à la bourse. important, ouais, exact, ça m'effraie un peu plus. Par contre, Jaden Daniels, 2025, quart numéro 17 en termes de points par match. Évidemment, il a été blessé, mais c'est un gars qui accumule quand même près de 50 verges là, par match. Ça, c'est intéressant. J'ai toujours dit un quart mobile, je viens des yeux pétillants au niveau fantasy, c'est toujours un plus. Avec le nouveau coordinateur offensif, David Blas, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais c'est le quart numéro 5 là, en ce moment dans les classements fantasy. C'est un choix de 6e ronde. Je pense que Jaden Daniels, c'est un gars qui a tout le talent du monde, mais comme je vous le dis, là, en ce moment, l'attaque des Commanders, avec justement le fait que Brandon Ayuk se joindra visiblement pas à cette attaque-là. Veut pas, on a beau l'haïr Ça, ou c'est une bonne l'aimer, chose. Brandon Ayuk, mais sur le terrain, c'est un gars, c'est un receveur élite. C'est Ouais. un receveur c'est un receveur d'importance, d'impact. Euh,
Fait que ça m'effraie un petit peu. Je pense pas qu'en ce moment, qu'en 5e ronde ou en 6e ronde, je repêcherais Jaden Daniels. Mais écoute, s'il glisse en 7-8, là, il peut devenir une belle option, une belle aubaine. Ouais, souviens-toi là, de tous les quatrièmes essais, les troisièmes essais qu'on était en mesure de convertir en 2024. On s'en était parlé il y a un an. Là, on se disait, est-ce qu'on va pouvoir répéter ces succès-là en situation de court gain? Puis ça n'a vraiment pas été le cas l'année dernière. Maintenant, on va se tourner en position de receveur de passe. Terry McLaurin, on en a parlé tout à l'heure. L'année dernière, ça n'a pas été comme il le souhaitait, mais ça avait mal commencé dès le départ lorsqu'il avait raté essentiellement tout le camp d'entraînement, étant donné qu'il souhaitait obtenir un nouveau contrat, qu'il a finalement eu éventuellement. Je trouve que son prix fantasy en ce moment est honnête là, pour Terry McLaurin. C'est honnête pour un gars qui est clairement la meilleure option dans le jeu aérien des Commanders. Ça, c'est non négligeable. Il avait obtenu 13 touchés en 2024 avec Jaden Daniels. Je ne dis pas qu'il va répéter ces exploits-là, mais quand même, là, en étant la cible de choix de Jaden Daniels, on pourrait facilement voir ou penser là, que McLaurin va revenir là, dans les 10 touchés et plus cette saison. C'est un choix de 4e ronde en ce moment. Oui, c'est un choix de 4e, 5e ronde en ce moment. J'aime bien Terry McLaurin là, comme receveur numéro 3 d'une formation fantasy en ce moment. Et Che Okonkwo, c'est comme ça on se répète. Et il n'y a tellement pas d'armes au sein de cette attaque-là. Donc, ce sont les mêmes joueurs dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, les rapprochés de Che Okonkwo, moi, comme je te disais tout à l'heure, je crois qu'il va être la deuxième option de Jaden Daniels. Il y a peut-être Antonio Williams qui va venir brouiller les cartes. Mais en tout cas, c'est à souhaiter du côté des Commanders qu'on ne s'est pas trompé en mettant les rapprochés sous contrat. Il va remplacer Zach Ertz. Puis on se souvient que Zach Ertz, là, au cours des dernières années, il a quand même connu beaucoup de succès avec les Commanders de Washington. Il était l'une des cibles de choix de Jaden Daniels dans la zone début, à la porte début même. Chico Okonkwo, 50 passes captées au moins à ses 3 dernières saisons. C'est intéressant et comme tu l'as dit, c'est la deuxième option potentielle dans l'attaque des Commanders. Il ne coûte absolument rien en ce moment. Elle est rapprochée numéro 18. C'est un méchant bon. Écoutez, vous n'allez pas repêcher Che Okonkwo dans un pool à un ailier rapproché, à 12, même voire 14. Mais si vous avez des pools à plusieurs ailiers rapprochés, c'est un gars qui vaut peut-être la peine de s'attarder justement parce que les opportunités pourraient être là. Je parle de gars comme Okonkwo. On parlait récemment des gars comme Greg Dulcich. C'est des gars qui ne coûteront rien à mettre sur votre banc ou dans un pool à plusieurs alliés rapprochés. Ça ne vous coûtera rien non plus et ça peut devenir hautement efficace cette saison. Ouais, non, moi j'aime bien Okonkwo cette année, là, parce qu'en raison du manque de receveurs des Commanders, ouais, je pense qu'il devrait être ciblé énormément. En tout cas, il devrait être une belle aubaine au niveau du repêchage de Fantasy Football. Bon, écoute, on va parler des deux équipes les plus populaires là, au sein de la section S de la nationale. L'équipe de l'Amérique, America's Team. America's Team, je ne sais plus, là, étant donné qu'on n'a rien gagné depuis 1995. J'adore répéter ça, le fait que les Cowboys n'ont rien gagné depuis 1995. On n'a même pas participé à un Super Bowl depuis notre dernière conquête. Imagine-toi, Marc-André, mais c'est pas grave. Jerry Jones il continue de faire de l'argent, il vend des produits dérivés, c'est ce qu'il aime, il est heureux de ça. Alors, on a on a essayé plutôt de changer le visage de l'unité défensive la saison dernière à Dallas. L'année dernière, c'était historiquement une des pires unités défensives de l'histoire de la NFL. À commencer par l'arrivée du nouveau coordinateur défensif Christian Parker, qui était parmi le groupe d'entraîneurs des Eagles la saison dernière. D'ailleurs, on voit beaucoup de positifs là, du camp des Cowboys ou des mini-camps par rapport à Christian Parker. Ici, on regarde le tableau des départs et des arrivées du côté des Cowboys de Dallas. Bien, vous allez le voir, là, les arrivées, il y a beaucoup de choses en défense qui se sont passées, notamment les deux choix de repêchage, là, Caleb Downs en première ronde et Malachi Lawrence par la suite. Au niveau des départs, ben c'est ça. On a Dante Fowler, Jadavion Clowney, entre autres. Mais c'est ça. On a voulu se refaire comme un facelift en français, une beauté. On aurait voulu se faire une beauté Ouais. en On défense. Et s'est c'est par la injecté du défense. Botox. Exactement, exactement. Et on a reçu une question sur la défense et on va commencer par la défense pour les Cowboys parce que c'était ça le nerf de la guerre là, pour les Cowboys l'année dernière et surtout cette saison. Pensez-vous que les Cowboys, Émile Ross sur Instagram, pensez-vous que les Cowboys vont réussir à patcher, donc à mettre des pansements sur leur défense avec leur changement durant la saison morte?
Parce que l'année dernière, Didier, c'était pas rose. La défense était dernière pour les points alloués par match, 30e pour les verges allouées par match, dernière également pour les verges allouées par la passe par match et pour l'efficacité en troisième essai. J'ai dit beaucoup de fois le mot dernière ou dernier rang Ouais. dans mes dernières phrases. Et c'était la deuxième plus haute moyenne de points alloués également dans l'histoire des Cowboys de Dallas. Ça, c'est quand Rien de même moins. également rien de moins. Donc, Didier, par où commencer? Là? Est-ce qu'on va Ah, pouvoir. Est-ce qu'on a réussi à patcher les trous dans cette défense-là ouais. en ce moment, Didier? Ouais, merci Emile là, pour ta question. Oh, je suis quasiment gêné de dire en plus que je connais l'ancien coordinateur de la défense des Cowboys, Matty Burflus, l'ancien entraîneur-chef des Bears, qui était entraîneur des demi-défensifs quand j'étais à l'Université de Toledo. C'est la dernière fois, je pense, que je mentionne son nom. J'ai pas l'impression qu'on va revoir coacher Burflus, mais écoute, il a eu un bon salaire quand il était entraîneur-chef des Bears, alors j'espère qu'il a pu épargner investir son argent. Ouais, c'était désastreux, hein, cette défense-là, Marc-André, la saison dernière. Euh, Écoute, on a perdu des matchs qu'on marquait plus de 30 points à quelques reprises. Mais bref, pour répondre à la question d'Émile, oui, elle va être améliorée, l'unité défensive. Là, le patchage de cette unité défensive-là va fonctionner parce que ça ne peut pas être pire. Tu l'as dit, Marc-André, combien de fois tu as dit le mot dernier, dernière, ça n'arrêtait pas quand tu énumérais les statistiques majeures de l'unité défensive des Cowboys. Ça n'a pas le choix que d'être mieux à Dallas cette année. Je ne peux pas concevoir que l'unité défensive va être pire qu'elle n'était l'année dernière. Tu as parlé des ressources on a utilisées au niveau du repêchage, l'arrivée de Caleb Downs, de Malachi Lawrence comme chasseur de quart. Ça peut juste être mieux. C'est la défense des Cowboys. Elle peut juste être 20e, Marc-André. Je ne demande même pas qu'elle soit parmi les 16 premières de la NFL. Là. Juste au 20e rang, avec l'attaque qu'on a, il me semble que les Cowboys devraient participer aux éliminatoires, non? C'est un peu comme les Bengals. Là. Ça peut juste être ordinaire au lieu Ouais, d'être pitoyable. On a peut-être des chances de ouais. participer aux Juste ça. éliminatoires, mais le problème, c'est qu'on a fait des ajouts comme on a transigé pour aller chercher Rashawn Gary, les Packers ne voulaient plus. Dee Winter, je ne sais pas toi, là, le secondaire, mais il est pas loin d'être au bout du rouleau. J'ai hâte de voir, par exemple, Ouais, parce ça a qu'on a vu déchiré le l'année dernière. tendon d'Achille, puis il n'a plus jamais été le même. Hein? Depuis c'est au Exact. Super Bowl, je ne sais pas si tu te souviens, là. Ouais. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que l'année dernière, avec l'arrivée de Quinnen Williams, on a vu un peu la défense s'améliorer grandement en fin de saison. Aussi, j'ai hâte de voir avec une saison complète ce que ça peut faire. Mais ma grande question, Didier, c'est beau tout ce beau monde-là, mais est-ce qu'on va être capable de chasser l'écart adéquatement? C'est un peu ça qu'il faut se poser comme question. Ouais. Parce que l'année dernière, 35 sacs en 2025, c'est bon pour le 22e rang dans la NFL. Mais on n'a rien fait d'addition ou d'ajout en ce sens là, qui pourrait Hmm. améliorer cette facette du jeu-là. Si seulement on misait autrefois sur un des meilleurs chasseurs de cartes de Michael la NFL en Parsons. Michael Parsons. Ah! Oui. C'est vrai, on l'avait. On l'a échangé aux Packers. Non, non, mais c'est une des raisons pourquoi on a repêché Malachi Lawrence en deuxième ronde. On espère qu'il va pouvoir se développer pour devenir ce chasseur de cartes-là qui nous manque du côté de la défense des Cowboys. Mais ça, c'est une autre unité défensive où on pourrait avoir peut-être jusqu'à 6 nouveaux partants dû au ménage qu'on a fait. Tu mentionnais le nom du nouveau coordinateur en défense, Chris Parker. Ben, c'est un disciple de Vic Fangio. Et dans le système de Vic Fangio, tu le connais bien, là, le système de ton équipe des Eagles en défense, les plaqueurs. Tu dois avoir des bons plaqueurs. Ils ont mis sur un excellent duo de plaqueurs. Tu as mentionné le nom de Quinnen Williams, jumelé à Kenny Clark, qu'on a acquis dans la transaction Mhm. de Michael Parsons. Ben, les éléments sont là, en théorie. Là. Oui, à l'extérieur, ça prendra un chasseur de corps, mais à l'intérieur, on a deux gros bonhommes qui peuvent reculer la pochette. Pas juste ça, Quinnen Williams peut récolter des sacs du corps, mais les deux sont solides contre la course. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voulait. Lorsqu'on a complété la transaction Michael Parsons du côté des Cowboys, c'est qu'on voulait être plus solide à l'intérieur de la ligne défensive. Alors, avec Williams et Kenny Clark, on a ça maintenant. J'ai hâte de voir comment on va déployer Caleb Downs. Parce que Caleb Downs, c'est un peu Mhm. un couteau suisse à notre choix de première ronde. J'ai l'impression qu'il va probablement être le demi-coin intérieur, jouer, être le nickel. Mais j'ai hâte de voir ça. Puis on peut le déployer de tellement, de plusieurs façons. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire sur un terrain de football, Caleb Downs. Il y a des gens qui croient qu'il était le meilleur joueur en défense de tout le repêchage. Alors ça, pour Chris Parker, là, c'est vraiment un beau morceau qu'on a en ce jeune joueur.
On sait beaucoup sur la progression de Von Izaraku aussi, du côté des... Oui. Donovan, pardon, Izaraku, du côté des Cowboys pour... justement, l'année dernière, ça a été une première saison. Comme il a pas joué beaucoup, il n'était pas souvent sur le terrain, il a joué comme 55% des jeux. On pense que justement, là, à sa deuxième saison, il pourrait avoir davantage de terrain, il pourrait avoir un impact certain. Mais oui, j'ai hâte de voir parce que cette défense-là, Didier, elle m'intéresse, elle m'intrigue, je dirais ça comme ça. Ça Hmm. m'intrigue tous les ajouts qu'on a fait. Je pense pas que Rashawn Gary est le même joueur qu'il était avec les Packers, mais quand même, tu as mentionné Kenny Clark, Quinnen Williams, le groupe de secondaire me laisse un peu sur mon appétit, mais quand même, et avec l'ajout de Caleb Downs, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je suis intrigué là, par cette défense-là des Cowboys. Ça peut pas être pire. Et c'est drôle parce que le nouveau coordinateur défensif, Christian Walker, l'a dit. Il dit, on peut pas vraiment être pire que l'année dernière. Donc, il a raison. On peut pas être pire. On Ah, peut même juste. lui, il l'a dit. Même lui, il l'a dit. Ouais, ouais, il a Wow. dit, écoute, on peut juste aller en ascension à partir de là. Ça peut pas vraiment être pire. Il doit avoir regardé les vidéos puis se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il faisait l'année passée? Ben, c'est ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, on croit que cette unité défensive-là, ben, elle n'a pas le choix que d'être améliorée cette année. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça parce que en attaque, Marc-André, si tu veux qu'on parle de l'attaque maintenant du côté de Dallas, c'est pratiquement tous les joueurs qu'on avait l'année dernière sont de retour. Il y a de la continuité. Puis, il faut que je présente mes excuses à Brian Schottenheimer, l'entraîneur-chef. Moi, Mhm. j'avais hâte de voir Schottenheimer comme entraîneur-chef. Lorsqu'on a annoncé son embauche, ça m'avait laissé sur mon appétit. Il a fait du bon boulot. Il y a eu des situations qui ont vraiment été qui ont pas été faciles à gérer, notamment lorsque Nealon a perdu la vie, s'est enlevé la vie après une victoire des Cowboys. Euh, Sean Hammer a fait preuve de leadership, Marc-André, quand il s'est adressé aux médias. Par la suite, c'était une situation à laquelle on ne peut pas être prêt. Euh, et l'attaque des Cowboys, ben, c'était une des bonnes de la NFL l'année dernière. Finalement, Dak a été en santé pendant toute l'année. Alors, ouais, moi, j'ai bien hâte de voir l'attaque des Cowboys sous une deuxième année avec Sean Hammer comme entraîneur-chef. 10 des 11 partants sont de retour du côté des Cowboys. On était deuxième pour les verges par match l'année dernière et septième en termes de points par match. Tu l'as mentionné l'année dernière, Dak Prescott, c'est plus de 4500 verges et 30 passes de toucher. Si tout le monde est en santé du niveau de l'attaque des Cowboys, Didier, je pense qu'il peut faire ça encore une Mhm. fois, les doigts dans le nez. Dak Prescott, c'est nos pantoufles. On le sait, qu'est-ce qu'il peut nous offrir, Dak Prescott, sans être éclatant. Mais oui, et peut-être parler de Javonte Williams rapidement, qu'on a re-signé, là, que ça a été toute une trouvaille, toute une signature l'année dernière. Euh, Plus de 1200 verges au sol. En fait, 1201 verges au sol. C'est le plus haut total amassé au sol par un porteur de ballon des Cowboys depuis 2019, depuis une grosse année de Zeke Elliott, entre autres. Euh, Mm. donc ça, c'est intéressant aussi, Javonte Williams. Il a vraiment eu du succès l'année dernière et c'en est un autre là, pour qui la vie n'a pas toujours été facile. Subi de graves blessures avec les Broncos, entre autres, et de le voir de retour au sommet et connaître du succès, c'est vraiment une belle histoire. Mais je veux t'amener sur le duo prolifique de receveurs des Cowboys. Et on a reçu deux questions à cet effet. Je parle ici de C.D. Lamb et de George Pickens. D'abord, celle de Isaac Courcelle sur Instagram qui nous demande Salut, selon vous, qui entre C.D. Lamb et George Pickens sera la cible préférée de Dak Prescott cette saison? Ah, bon, ben merci Isaac pour ta question. C'est une bonne question. Qui sera la cible favorite? Écoute, est-ce que je suis obligé de choisir? Est-ce que je peux dire que les deux vont être productifs? J'ai Non, l'impression que Non, oui. non, non. On Euh, choisit. non, 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 parce que Dak, il fait un bon boulot de lancer le ballon au receveur qui se libère, qui est disponible. Mais George Pickens, c'est sûr qu'il va vouloir être ciblé, là. Parce que là, il va jouer sur l'étiquette de joueur de concession. Il aimerait être en mesure de signer un contrat à long terme du côté des Cowboys. Je suis certain là, que constamment, il va en parler à Dak. Là. Il va lui dire là, hey, c'est moi tout ça. Est-ce que ça va devenir un problème, tout ça? Bref, on verra. Je vais aller avec C.D. Lamb. Je vais dire que ça va être C.D. Lamb qui sera le plus ciblé, mais honnêtement, on mise sur le duo de porteurs, le duo de receveurs de passe, possiblement le plus talentueux de la NFL, en Lamb et Pickens. Moi, je vais mettre mon pied à terre plus que toi, puis je vais dire que ce sera C.D. Lamb. C.D. Lamb, Ouais. messieurs, on oublie,
Ouais. qu'il est encore là, à l'apogée de sa carrière. Il n'a seulement que 27 ans. L'année passée, a connu une saison en dents de scie, je vous l'accorde, mais également une saison parsemée de blessures. Je pense que lorsque les deux receveurs seront au sommet de leur art, seront en pleine santé, je pense que CeeDee Lamb, là, ça demeure encore la cible de choix de Dak Prescott. Mais je suis d'accord avec vous que George Pickens, on parle aussi, là, c'est deux, Pickens est un excellent receveur de passe, mais je pense que dans les situations critiques, je pense que Dak Prescott va se tourner vers CeeDee Lamb. On a reçu une question, t'en as esquissé peut-être un mot là, il y a quelques instants, Didier, de Léo Samuel Velkamp sur Facebook. Salut, merci pour le bon podcast comme toujours. J'ai une question concernant les Cowboys. Est-ce que l'équipe devrait signer George Pickens à long terme et bâtir leur attaque autour de lui, car il a démontré de belles choses l'année dernière? J'espère qu'ils feront ça, Didier. Est-ce que toi, t'espères qu'ils vont faire ça? Ah, moi, j'espère rien de la part des Cowboys de Dallas. Mais, pour répondre à la question de Léo, tout d'abord, merci Léo pour ta question. Moi, je ne ferais pas ça, là, de bâtir mon attaque aérienne autour de George Pickens. Écoute, l'année dernière, il semble, du moins, il n'y a rien qui est sorti dans les médias. Il n'y a pas eu de frasque. On a, tu sais, de son côté, on sait qu'il arrivait en retard à des réunions quand il était avec les Steelers. Je pense qu'il est arrivé en retard à quelques réunions avec les Cowboys l'année dernière. Mais du côté de l'organisation des Steelers, tout le monde voulait qu'on se débarrasse de George Pickens. Tu sais, là, les gens se moquent un peu de cette transaction-là. Ils disent, ah, ben finalement, les Steelers, ils n'ont pas eu beaucoup en retour d'un des meilleurs receveurs de passe à la NFL. Ouais, mais c'est à cause de son comportement. Puis, je pense que c'est la raison pour laquelle, du côté des Cowboys, ben, on n'a pas fait d'offre de contrat à long terme à George Pickens. Tu comprends? Là, on prend l'attitude de, c'est quoi? L'étiquette de joueur de concession, c'est un contrat d'un an. On va voir. Est-ce qu'il peut avoir une bonne conduite lors de 2 saisons consécutives? Est-ce qu'il peut être productif lors de 2 saisons consécutives? Il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas dans le vestiaire. On n'est pas dans le centre d'entraînement des Cowboys de Dallas. Tu sais, peut-être que Pickens est allé de quelques phrases qui sont juste pas sorties dans les médias, mais peut-être que ça refroidit les Cowboys, parce qu'il a cette historique-là. Pas juste quand il était avec les Steelers, mais même lorsqu'il était dans les rangs universitaires avec l'Université de Georgia. Alors peut-être que du côté des Cowboys, on s'est dit, c'est quoi? On va attendre. On va attendre s'il peut nous démontrer une bonne conduite et de la production sur le terrain pour une deuxième année de suite. Peut-être que là, on sera plus ouvert à l'idée de lui donner un contrat à long terme. Mais moi, je ne voudrais pas en faire la pierre angulaire de mon attaque aérienne. Un mot avant de passer au total de victoires. Là. Je voulais parler peut-être des unités spéciales parce que Ouais. les Cowboys en ont Toi, de bons éléments. ouais, excuse-moi, mais Oui, avant de parler, je suis juste curieux, Marc-André, avant de parler des unités spéciales. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, George Pickens? Est-ce que tu seras ouvert à le mettre sous contrat à sous long terme? Parce qu'il est talentueux, là. Il a un talent fou, George Pickens. Tu sais, ça, c'est indéniable, là. mais je pense Est-ce que qu'avec tu lui les ferais années vient, confiance? je pense qu'avec les années vient une certaine maturité. Là. Je pense que, mais encore là, l'année dernière, là, on le voyait souvent démissionner sur des passes là, en fin de saison. Je pense pas que c'est le genre de gars sur lequel tu bâtis une équipe. Je pense que ultimement, George Pickens c'est un bon compliment. On l'a expulsé de Pittsburgh, pratiquement, là, on ne voulait plus rien savoir de lui. Ouais. Je pense pas que dans un vestiaire, c'est un gars sur qui sur qui tu fondes un certain leadership. Je pense par contre que c'est un excellent joueur de football. Je serais réticent, moi aussi, là, à l'endosser à long terme, George Pickens, à cause justement de son comportement, de sa maturité et de ses frasques là, parfois à l'extérieur et parfois sur le terrain aussi. Là. On l'a vu, Oui. comme je le mentionnais, démissionner sur des passes, chialer beaucoup, surtout dans l'époque des Steelers. Mais encore l'année dernière, j'ai des images là, d'une longue passe où je pense qu'il court même pas vers à l'intention d'essayer de Elle se traînait l'attraper. les pieds. Ouais, Ouais. exact. Je veux dire, Mm. je serais réticent. Là. Faudrait qu'il me prouve qu'il est devenu plus mature entre les deux oreilles. Ouais, ben, je pense que les Cowboys voient ça exactement comme toi et moi. Je pense que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est ça. Les Cowboys sont comme, hey, donne-nous une autre année de plus, on peut t'évaluer. Puis après ça, ben, on pourra peut-être discuter pour une prolongation de contrat à long terme. Fait qu'on a parlé de la défense en long, en large, comme quoi elle en arrachait, l'attaque est très bonne, mais les unités spéciales également des Cowboys sont bonnes. Ouais, mais je voulais juste simplement mettre en lumière le fait que Brandon Aubrey est le meilleur botteur du circuit, et également le botteur le mieux payé du circuit. Et si je mets mon chapeau fantasy 3 secondes et vous dire que c'est peut-être
judicieux. Là. On dit souvent, on repêche souvent diser les batteurs puis les défenses en dernier, en fin de repêchage, lors des 2 dernières rondes. Mais Brandon Aubrey vaut peut-être la peine cette année là, de devancer d'une ronde pour s'assurer de ses services. On a également le meilleur batteur de dégagement, Brian Anger, et l'un des retourneurs les plus explosifs du circuit en Cavante Turpin. Donc, je voulais juste dire que les Cowboys là, ont quand même des joueurs spéciaux sur des unités spéciales. Ouais, non, mais tu fais bien de le mentionner, hein, les unités spéciales, la troisième facette de jeu, celle qu'on oublie souvent d'évaluer. C'est qu'on regarde deux équipes et on dit quelle équipe va l'emporter et tout. Mais c'est vrai, les Cowboys ont des bonnes unités spéciales. Encore une fois, tout repose sur la défense en 2026 du côté de Dallas. Alors, ça nous amène à aller de notre prédiction en termes de victoire pour l'équipe à Jerry Jones. Alors, plus ou moins 9 victoires et demie pour les Cowboys en 2026. On voit les Cowboys ont alloué 30,1 points par match. T'en parlais tout à l'heure, l'année dernière, ça c'était bon pour le tout dernier rang. Et en moyenne, on accordait 30 points par rencontre en moyenne. C'est complètement fou. Alors, plus ou moins, je vais te laisser aller en premier, les Cowboys. Hein. Plus ou moins 9 victoires et demie selon toi, du côté de Dallas. Est-ce qu'on voit la cible préférée là, de Dak Ah oui, Prescott justement, c'est sur, Lamb. sur l'image? Non, je fais des blagues. Moi, je vais mettre plus du côté des Cowboys, mais pas beaucoup plus, mais plus. Je pense que justement, je suis emballé, là, je suis encouragé par le mouvement qu'on a fait en défense, par les nouvelles additions. Donc, j'ai mis plus dans le cas des Cowboys. Ben, moi aussi, j'y vais avec plus. J'y vais avec plus du côté des Cowboys. Je crois vraiment que la défense, on en a parlé en long et en large, mais elle devrait être améliorée. Puis si c'est le cas, avec l'attaque qu'on a du côté des Cowboys, ben, je peux voir que Dallas va terminer avec une fiche de 10 victoires et 7 défaites. Parce qu'il y a du talent au sein de cette équipe-là, mais ce sont les Cowboys, c'est jamais simple. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais moi, j'y vais avec plus en termes du over-under, en termes de victoire pour les Cowboys. Maintenant, en termes de fantasy football, ce ne sont pas les joueurs vedettes là, qui manquent du côté de America's Team. On va commencer avec le carrière Dak Prescott. Tu l'as dit, il a vraiment été solide l'année dernière, Dak. Il n'a pas eu grand-chose à se reprocher. Là. Si on n'a pas participé aux éliminatoires, Dak Prescott là, qui a vraiment offert une saison de qualité à l'organisation de Dallas. C'est le général d'une attaque explosive. Ce sera vraisemblablement encore le cas cette année. Quart numéro 9 en termes de points par match l'année dernière. En fait, Dak Prescott, lorsqu'il dispute des saisons complètes, il termine toujours dans le top 10 à la position de carrière. Par contre, aucune production au sol au cours des dernières années. Ça limite un peu son Ouais. plafond, mais quand même, quart numéro 10 en ce moment, choix C'est de fini ce 9e temps-là ronde. pour Dak. C'est fini ce Non, temps-là, c'est Marc-André, fini. pour Dak. Le temps où il avait des Il est genoux. plus vieux, puis souviens-toi, ouais, ben, il y avait des grosses blessures aux jambes. Une année, il avait subi Ouais. une fracture à une cheville. C'est à partir de là, qu'il s'est mis à courir de moins en moins. Mais au moins, il a pu faire la transition. Tu sais, il y a des carrières qui sont des doubles menaces. Une fois qu'ils perdent Mhm. leurs jambes, leur rapidité, ils ne sont pas capables de faire la transition après ça pour devenir un carrière complet. Mais Dak a été capable de le faire. Ça, c'est vraiment tout à son honneur. Choix de 9e ronde, pardon, oui, quart numéro 10. C'est un choix plate, Dak Prescott, parce que vous allez clairement avoir passé le groupe de 5, mais quand même, là, des choix plates, des fois, c'est ça qui fait gagner le niveau fantasy. Et on sait le genre de production que Dak Prescott peut nous donner. Peut-être jouer un Dak Prescott avec un autre quart plus jeune, plus loin, un Prescott Love, un Prescott, si vous voyez peut-être une grande progression de Cam Ward, ça peut être ça. Prescott Ward, ça peut être une stratégie. Mais écoutez, Dak Prescott, s'il dispute encore 17 matchs, là, il va terminer dans le top 10 à la position de carrière. Vous êtes bon pour au moins 4000 verges, autour de 30 passes de toucher. Puis c'est ce qu'on veut, c'est de la production au niveau fantasy après tout. Tu as fait l'éloge de Devante Williams qui a été en mesure de relancer sa carrière l'année dernière. Alors, visiblement, tu crois que ça devrait se poursuivre là, du côté du demi à l'attaque de Dallas. Parlant de choix plate, c'en est un autre, Javante Williams, choix de fin de troisième ronde, porteur de ballon numéro 19. Ça serait bien plus le fun hein, d'avoir Jeremiah Love. Mais Javante Williams, l'année dernière, 64% des courses des Cowboys, 77% des courses à l'intérieur de la ligne de 5. C'était à lui qu'on remettait le ballon. On n'a fait aucune addition majeure là, du côté des Cowboys durant l'entre-saison. Je vous lis rapidement les porteurs de ballon présentement. Malik Davis, Jaden Blue, Phil Maffa. Donc, Javante Williams, comme je l'ai mentionné, c'est un choix plate, mais il aura toutes les opportunités qu'il veut dans l'attaque
des Cowboys, une attaque explosive qui va générer beaucoup de points, j'ose le rappeler. Donc, Javonte Williams, là, moi, je trouve qu'en fin de troisième ronde, c'est un porteur de ballon numéro 1 qui peut devenir là, facilement un porteur de ballon numéro 2 d'une très, très bonne équipe fantasy. 1200 verges et 13 touchés en 2025. Il a vraiment été très productif. Et maintenant, la cible favorite de Dak, CeeDee Lamb. Tu crois ben justement là, que il va être plus ciblé, tu l'as dit tout à l'heure, que George Pickens. Il faut dire en plus, ça fait plus longtemps qu'ils jouent ensemble. Hein. C'est sa deuxième année de Pickens à Dallas. Donc la chimie, elle est là. On se connaît très bien entre Lamb et Dak Prescott. Plus de 16 points, donc 16,6 points par match en 12 matchs. Lorsque George Pickens était également de la formation pour CeeDee Lamb, c'était lui qui était le plus ciblé par Dak Prescott. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne pense pas que ça va changer. Par contre, Pickens, moyenne d'au-dessus de 15 points par match aussi. Donc, on avait vraiment deux receveurs qui avaient leur part de points au niveau fantasy. Receveur numéro 11 au total en termes de points par match l'année dernière en 2025. 27 ans, je l'ai mentionné, c'est encore jeune. Il est au sommet, à l'apogée de sa carrière, au sommet de son art. Receveur numéro 4 au niveau fantasy. C'est un choix de deuxième ronde, fin de première, début de deuxième ronde. CeeDee Lamb. Moi, j'adore CeeDee Lamb. Je pense qu'on peut peut-être avoir un petit rabais. Là. Il était repêché dans le top 5 l'année dernière. Là, maintenant, il glisse en fin de première, début de deuxième. Je pense qu'il pourrait s'avérer une option judicieuse pour une équipe championne au niveau fantasy. Ah, ben écoute, on a fait le tour du volet fantasy des Cowboys de Dallas, ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'une équipe au sein de la section Ouest de l'Association nationale à discuter. C'est ton club, Marc-André, ton club. Comme on le voit avec la photo que tu as dans ton cadre chez toi pour les gens qui nous regardent via notre chaîne YouTube. Tu es un partisan des Eagles, tu ne t'en caches pas, mais tu essaies toujours d'être, c'est quoi le mot que je cherche, là, de mettre ta partisanerie de côté, d'être objectif lorsque tu nous parles des Eagles. Ben, je vais te céder la place, Marc-André. On va commencer en parlant de Nick Sirianni, l'entraîneur-chef de ton club, qui lui commence sur un 16 éjectable, il me semble, non? Je sais pas, Didier. Bien franchement, là, on dirait que c'était le capitaine du navire, là, puis il a passé là, à travers vents et marées, puis il est toujours debout à la barre du bateau, du navire, qui passe des fois près de couler, mais lui, il redresse la Ouais, barque hein? de main de maître. De main de maître. Je ne sais pas s'il est sur un siège éjectable, bien franchement, Didier. Chose certaine, c'est qu'on a changé de coordinateur offensif. Ça ne fonctionnait pas l'année dernière avec Kevin Petullo. C'est maintenant Sean Mannion, l'ancien carrière de la NFL, entre autres, qui était dans l'organisation des Packers de Green Bay, qui est le nouveau coordinateur offensif. Et si on regarde les tableaux des arrivées et des départs, Didier, écoute, il y a un gros départ, là. On va le voir sur la liste. Et voilà, A.J. Ouais, Brown, A.J. receveur de Brown. passe. Blankenship également, à la position de maraudeur. Et les arrivées, bon, on a essayé de pallier à la perte d'A.J. Brown avec de Tantavion Wicks, avec Hollywood Brown, Marquise Brown, avec Mekhi Lemon qu'on a repêché via le repêchage. Mais j'ai envie de te parler de l'attaque. Là. C'est ça qui est le point névralgique Allons-y. des Eagles en 2026. Est-ce que l'attaque va pouvoir rebondir? On a reçu beaucoup de questions à cet effet. Et je commence par celle de Nico Baudouin, 08 sur Instagram, qui demande est-ce que la tenue de la ligne à l'attaque des Eagles l'an dernier vous a inquiété? Et pensez-vous qu'elle peut rebondir? Sans un jeu au sol dominant, j'ai l'impression que cette attaque va avoir de la difficulté à marquer des points. Oui, ben écoute, merci Nico pour ta question. Euh, moi, j'ai trouvé ça inquiétant par moment, mais c'est comme si on n'était pas capable de retrouver l'identité qu'on avait la saison précédente du côté d'attaque des Eagles de Philadelphie. Puis c'était quoi cette identité? C'était le jeu au sol et Saquon. Là, Saquon va avoir un an de plus. Puis tu sais, il a démontré des signes là, comme s'il avait peut-être commencé à ralentir l'année dernière. Je pense pour la ligne à l'attaque, c'est que là, pour le moment, là, les camps d'entraînement commencent on est en santé, mais on a traîné des blessures. Tu sais, Lane Johnson a raté des matchs. Le centre également, là, l'Asset d'Alabama, là, dont le nom m'échappe là, présentement. Tu sais, lui aussi, là, il était, pas le centre, mais le garde, Landon Dickerson. Oui, Landon Landon Dickerson. Nickerson, oui. Euh, ouais, c'est Jouait ça. Là, tu sais, blessé. lui, il en a c'est ça, tu sais. Puis lui, c'est un battant. Même lorsqu'il est blessé, il veut jouer. Mais des fois, tu sais, c'est ça, il n'est pas en mesure de performer malgré le fait qu'il fait partie de la formation
parce qu'il n'est pas à 100%. Alors, c'est ça, là. Ça, c'est une des raisons pourquoi cette ligne à l'attaque-là, ben c'est ça. Elle a joué en dessous des attentes l'année dernière, je crois. Tu peux me dire si je me trompe, mais pour moi, c'est la raison principale pourquoi la ligne à l'attaque a joué en dessous des attentes. Mais également, il y a l'entraîneur de cette unité-là euh, qui a quitté durant la saison morte parce qu'il ne s'entendait Stoutland. plus avec Nick Sirianni et Kevin Petullo. Oui, Stoutland, qui est considéré comme étant un des meilleurs entraîneurs de ligne à attaque de toute la NFL. Lui a pris ses affaires, il est parti de là, incapable de s'entendre avec Sirianni et Petullo. Petullo n'est plus là, il a été congédié. Mais on a perdu un très bon entraîneur en Stoutland. Alors là, est-ce qu'on va le remplacer? J'ai hâte de voir ce que le nouvel entraîneur de la ligne à attaque sera aussi bon. Ça reste à voir. Il y a plusieurs éléments dans ce que tu viens de dire là, Didier. J'ai des petits stats pour toi. En 2024, donc la grosse année de Saquon Barkley, la ligne offensive des Eagles était 9e en termes d'efficacité euh, pour- Hmm. au, au niveau du jeu au sol dans la NFL. Oui. Et elle était tombée 18e en 2025. Puis ça, tu en as parlé, les blessures à Johnson, les blessures à Dickerson. Oui, je pense que tout ce beau monde-là en santé, la ligne à l'attaque des Eagles va être meilleure. Par contre, elle ne rajeunit pas. C'est un peu ça qui m'effraie dans le cas de Lane Ouais. Johnson. Je pense qu'il aura, ou il a déjà 37 ans. C'est des joueurs qui ont passé la mi-trentaine. Puis est-ce qu'on peut se renouveler? C'est ça qu'on peut se poser comme question. On a fait des ajouts via le repêchage. Markel Bell, entre autres, là, c'est un gros bonhomme là, qui avait accordé aucun sac à Miami, mais quand même, là, il n'a rien prouvé dans la NFL encore. Et tu as parlé de Saquon Barkley, sa moyenne de verges par course a chuté de 5,8 à 4,1, donc plus presque 2 verges, voyons ça comme ça, l'année dernière. Par contre, Didier, Tank Mhm. Bixby, 5,9 verges par course, lui. Et là, ça m'amène à me poser des questions. Est-ce que c'est Saquon Barkley vraiment la ligne à l'attaque et tout, ou Saquon Barkley commence à ralentir, puis Ouf. c'est juste Hmm. le début, euh, le début de la descente, disons ça comme ça. Ah, ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on s'est posé cette question-là, toi et moi, durant la saison de l'année dernière. Tu sais. On se demandait ben, pourquoi on ne remet pas le ballon plus souvent à Bixby, parce que lorsqu'on le faisait, ça fonctionnait. Alors, c'est ça. Donc, ça ajoute du poids à l'argument que Saquon ben, est plus le même là, depuis son année de 2000 verges. Là. Donc, ça, c'est vraiment des bonnes statistiques que tu viens d'amener. Puis j'ai hâte de voir ça cette année. Est-ce qu'on va essayer justement de remettre le ballon plus souvent à Bixby? Tu sais, peut-être qu'un Saquon, tu sais, des fois, moins, c'est une bonne chose. Hein. Tu sais, si un joueur est peut-être moins impliqué à un certain stade de sa carrière, ça lui permet d'être frais lorsqu'on lui remet le ballon. Peut-être que ce serait la chose à adopter, la philosophie à adopter dans le cas du groupe d'entraîneurs des Eagles en termes d'utilisation pour Saquon Barkley. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. On a reçu une autre question. Elle concerne A.J. Brown, puis ça va nous amener à parler du groupe de receveurs. Hmm. Benro77 sur Instagram qui nous demande: Salut les gars, croyez-vous que l'offensive des Eagles va redevenir ce qu'elle était sans A.J. Brown? On ne peut pas Hmm. remplacer A.J. Brown. Ça, Laissez aller c'est en un fait. premier. Vas-y donc, en tant que partisan des Eagles. Je sais que tu en as beaucoup à dire là-dessus. Go, go, vas-y. On ne peut pas remplacer A.J. Brown. Ça, c'est un fait. Euh, Mhm. Par contre, Devante Smith, j'aime ce qu'on a essayé de faire. Mais Kyle Lemon, c'est encore à déterminer. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir l'air sur un terrain de la NFL. Par contre, il était parmi le fameux groupe de 3 receveurs là, les plus convoités du dernier repêchage. Donc, j'imagine que son talent, on va le voir pleinement se déployer sur un terrain. On a repêché également Eli Towers, un allié rapproché, pour succéder bientôt ou dans quelques années, peut-être à Dallas Goddard. On a vu au camp d'entraînement, ça a l'air si difficile pour Eli Towers. Moi, je pense que Dallas Goddard pourrait connaître une autre excellente saison. 11 touchés l'année dernière à Dallas Goddard. On parlait d'aller rapprocher en fin de repêchage là, au niveau fantasy. Okonkwo, Goddard, Dulcich, Goddard, c'en est un autre là, qui pourrait voir son utilité augmenter, spécialement dans la zone début, parce que c'est là que la perte d'A.J. Brown va faire mal. C'est dans la zone début, à la porte début. C'est une cible de choix. Je pense que ces cibles-là on pourrait se tourner davantage vers Dallas Goddard là, au niveau de Jalen Hurts. Moi, c'est le système. J'ai bien hâte de voir ça, là. Tu sais, parce que c'est tout un changement de philosophie là, qu'on va avoir du côté de l'attaque de tes Eagles, Marc-André. Tu sais, avec l'arrivée de Sean Mannion, parce que Sean Mannion, il arrive d'où? Il arrive du fameux arbre là, de Kyle Shanahan et de Sean McVay. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est
utiliser le jeu au sol, utiliser des feintes de course suivies de passes, le fameux play action. On va demander à Jalen Hurts d'être sous le centre plus Ouais, souvent. il Et fait puis pas Jalen ça, hein? Hurts, Ouais. non, ben c'est ça. Depuis le début de sa carrière avec les Eagles, même si tu remontes même dans les rangs universitaires à Oklahoma et à Alabama, il n'a jamais joué dans ce genre de système-là. Alors, on va garder ça en tête. Parce que naturellement, le réflexe des gens, si l'attaque des Eagles a un lent début, ça va être de dire, ah ben là, AJ Brown n'est plus là et tout. Mais je trouve personnellement, je ne sais pas toi qui ce t'en penses, mais on a fait du bon travail afin ben, c'est ça, de combler la perte d'AJ Brown. On savait qu'on allait l'échanger éventuellement. Donc, on a repêché un receveur, on a fait l'acquisition d'un autre, comme tu viens de dire. Je pense qu'on a fait le travail. Il n'y en a aucun là, qui est aussi talentueux que A.J. Brown. Mais moi, c'est surtout ça. Tu sais, Sean Mannion, c'en est un autre nouveau collateur à l'attaque qui n'a vraiment pas beaucoup d'expérience. Tu sais, là, comment il va se comporter? Comment il va gérer ça? Est-ce que Jalen Hurts, c'est un bon mariage avec son système? Ça, on ne le sait pas, honnêtement. Donc, on va devoir attendre le début de la saison régulière pour réellement avoir une réponse. Parce que lorsqu'on avait embauché Kellen Moore, ça a fonctionné. Ça a amené à un Super Bowl. Oui, Mais Kellen Moore avait de l'expérience là, avec les Cowboys, avec les Chargers avant ça. Bref, mais moi aussi, j'ai exact. hâte de voir ce que Sean Mannion a parlé de sa philosophie ou de son attaque, de son schéma tactique. On dit aussi qu'il va lancer plus. Jalen Hurts va devoir lancer, on dit, plus de passes dans le centre du terrain. Pas la tasse de thé de Jalen Hurts, vraiment de faire ça non plus. Et parlons-en de Jalen Hurts, ça m'amène à parler de lui. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver son efficacité au sol aussi? On a vu une diminution de ses touchés au sol. Diminution de l'efficacité du fameux touche-push, la poussée fraternelle au niveau des Eagles. En 2024, on avait utilisé 48 fois le touche-push. On avait converti 81% de ces opportunités-là. L'année dernière, 33 touche-push, mais l'efficacité a chuté à 64%. On peut se questionner. Est-ce que c'était justement Lane Johnson, Leonard Dickerson, la ligne à l'attaque qui était amochée, ou justement les équipes commencent justement à se familiariser avec ce concept-là, ce jeu-là de la part des Eagles, et ça pourrait venir jouer, là, ça pourrait enlever quand même un outil à Jalen Hurts aussi. C'est pas un grand passeur, Jalen Hurts, on le sait, moyenne de quoi 200 verges par match environ, 201 verges, si ma mémoire est bonne l'année dernière, mais j'ai juste hâte de voir justement, l'attaque des Eagles peut-elle rebondir? Assurément, on a des joueurs talentueux. Mais de quoi il va avoir l'air sur un terrain de football, on n'en a simplement aucune idée. Ça peut être effrayant. Oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Comme je te disais tout à l'heure, le mariage de Jalen Hurts avec le système de Sean Mannion, est-ce que ça va fonctionner? Mais une chose de Jalen Hurts, euh, on a toujours entendu dire que c'était un joueur très travaillant. À l'époque où il était à Alabama, à Oklahoma, après son arrivée avec les Grosses de Philadelphie, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a certaines gens qui n'aiment pas Jalen Hurts. Moi, je l'aime bien. Je sais qu'il a certaines limites en tant que passeur, mais quand même, je trouve que c'est un bon carrière. Mais il a toute une éthique de travail. Alors, s'il n'est pas en mesure de connaître du succès dans ce système-là, ben, ce ne sera pas parce que, ben, justement, il n'aura pas travaillé, il n'aura pas passé du temps afin de s'acclimater avec le système de Sean Mannion. Mais on repart à neuf du côté de l'attaque des Eagles de Philadelphie. Pour l'instant, là, au moment où on enregistre le podcast, à la fin juillet, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Puis, tu sais, les partisans de Philadelphie, Marc-André, ils n'ont pas de patience. Ils n'ont pas de patience. Si l'attaque paraît mal dès la première semaine d'activité, dès le premier match à domicile, là, on va entendre des rues affiler. Là. Tu sais, c'est comme ça. On ne peut pas s'en empêcher. Si on a connu des ratés l'année dernière, c'était sûrement pas à cause de la défense qui, elle, a été excellente. 19,1 points alloués par match. C'est le cinquième plus bas total dans la NFL l'année dernière. Elle sera encore une fois Mhm. élite en 2026, à commencer par la tertiaire menée par Quinion Mitchell. Toledo! Quinion Mitchell Oui, et Cooper de Jean, Toledo. là, dans la tertiaire. On a signé Tariq Woolen également pour pallier à la perte des départs qu'on a vu Blankenship tantôt, entre autres. Demeure, on a vraiment des gars élites, mais demeure le point d'interrogation, c'est la position de maraudeur. On a des gars comme Marcus Epps, Mukuba également. J'ai hâte de voir, là, mais qu'est-ce que tu penses en général de la défense des Eagles à commencer par la tertiaire? Ouais, ben écoute, moi j'aime bien Mekuba. Faut pas oublier, Mekuba avait très bien commencé l'année. Je sais pas si tu t'en souviens.
l'année Mhm. dernière avant de se blesser. Puis là, ça a mis fin à sa saison, mais il avait montré vraiment de bonnes choses. Tu sais, Blankenship, ça faisait un bout de temps qu'il était là. C'est un joueur fiable. C'est malheureux qu'on l'ait perdu. Moi, je l'aimais beaucoup. Mais je pense que Mokuba fait faire du bon boulot pour le remplacer. On avait un trou à la position de demi-coin, là, à l'opposé de Quinton Mitchell. On en avait parlé avant même le début de la saison. On se disait, ouf, ça va être comment? Puis pendant toute l'année, ça a été un problème. Là, on a mis sous contrat Rick Woolen, anciennement des Seahawks de Seattle. Lui, il est talentueux. Mais la raison pour laquelle il n'est plus à Seattle, c'est son attitude. Je me souviens d'un match éliminatoire l'année dernière, il avait copé d'une pénalité tout à fait stupide à un moment critique de la rencontre. Alors, c'est ça, Rick Woolen. Et s'il est concentré, il est tout un joueur de football. Ben, plus souvent qu'autrement, depuis le début de sa carrière, ben, c'est ça. Il n'est pas concentré, il est victime d'erreurs mentales, de mauvaises pénalités. Alors, est-ce qu'il va devenir un problème au sein de l'unité défensive des Eagles ou peut-être le changement d'air? Ben, peut-être que ça va lui servir de réveil, justement. C'est quelque chose que je vais surveiller. Donc, pour le moment, il y a quelques points d'interrogation, je te dirais, au niveau de la tertiaire de tes Eagles. On a signé, pour parler à la paire de Jalen Phillips, là, qui a signé un gros contrat avec les Panthers de la Caroline, on a signé Jonathan Greenhard, qui était avec les Vikings du Minnesota. L'année dernière, ça a été sa saison, mais seulement 12 matchs, il a été blessé, mais seulement quoi, on parle de 38 plaqués. C'est un gars, on dirait que les Eagles ont donc trouvé ce genre de joueur-là. Même Jalen Phillips, quand il s'était amené des Dolphins, on Mhm. questionnait sa constance et souvent blessé également, puis il avait connu du succès incroyable rapidement avec la défense de Vic Fangio. Est-ce qu'un gars comme Greenhard pourrait, on pourrait assister au même scénario avec ce genre de joueur-là? Ouais, on espère là, qu'il va pouvoir donner un second souffle à sa carrière. Tu as parlé du fait qu'il était blessé l'année dernière, mais c'est un joueur qui a démontré qu'il pouvait être très productif. Mais on était à la recherche de chasseurs de cartes. Une fois qu'on a perdu Jalen Phillips via le marché des joueurs autonomes, moi, je croyais que les Eagles allaient le re-signer, mais là, les Panthers sont arrivés avec une offre que, ben ça, Phillips ne pouvait pas refuser, puis peut-être que c'était trop pour les Eagles de Philadelphie aussi. On sait que les Eagles sont mis sur plusieurs joueurs étoiles, alors au niveau du plafond salarial. Alors, ça va être observé, Marc-André. Est-ce que Greenard peut retrouver la forme qu'il avait avant la saison 2025? Si la réponse est oui, ben là, ça va être une aubaine, tout simplement, parce qu'il est en mesure d'être un joueur qui applique la pression constante sur les carrières adverses. Et parlons en terminant de la défense des Eagles, parlons de Jalen Carter, parce que peut-il passer à un autre niveau? C'est ça la grande question pour Jalen Carter. Et on a reçu une question de Joël Chevary sur Facebook qui nous demande Jalen Carter, tu le re-signes à 35 millions par année ou tu le changes et tu gardes cet argent pour DeJean et Mitchell? Qu'est-ce que tu fais avec Jalen Carter, Didio? Tu le re-signes, t'as pas le choix, Oui, non? merci. Merci, Joël, pour ta question. Ah non, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Bon. Mais, non, mais c'est une bonne question parce que j'aime ça. Il ne faut pas oublier ça. De Gene et Mitchell, ils ont été repêchés la même année. Puis ça a été deux coups de circuit au repêchage. On va devoir les récompenser. Puis eux, on n'a pas de question. En fait, de savoir est-ce que Mitchell et De Gene vont se présenter lorsque tu arrives au stade, lorsque tu regardes un match des Eagles. Tu le sais qu'ils vont se présenter, Marc-André. Tu le sais, ils donnent tout le temps leur pleine mesure. Est-ce qu'on peut en dire autant de la part de Jalen Carter? Pourtant, le talent lui sort des oreilles, là, comme on dit en bon québécois. Imagine-toi si Jalen Carter avait la même attitude que, que J.J. Watt avait à l'époque, ou un Aaron Donald. Parce qu'il a le Mhm. talent pour être un joueur de ce calibre-là. Ça, c'est sans compter, bon, lorsqu'il était à l'Université de Georgia, il y avait des questions entourant son comportement. Et on a vu ça refaire surface par moments avec les Eagles. Souviens-toi, lors du tout premier match de la saison 2026 contre les Cowboys de Dallas, le match était à peine commencé, puis là, on l'a vu qu'il a craché sur Dak Prescott. Résultat, il se fait expulser de la rencontre. Alors, c'est ça. Moi, je pense que c'est la raison un peu comme George Pickens, dont on parlait tout à l'heure. C'est la Ouais. raison pour laquelle, du côté des Eagles, on est réticent à lui donner une prolongation de contrat. Donc, ça va être un passé du bien pour les Eagles. Et dû au fait qu'on doit récompenser éventuellement de Gene et Mitchell, moi, je ne serais pas surpris si on se dit, c'est quoi, Carter pas assez fiable, on ne lui donne pas un nouveau contrat, gardons nos sous afin de récompenser de Gene et Mitchell.
problème, c'est qu'il peut être le meilleur joueur de la NFL à sa position, Jalen Carter, des soirs, puis il y a des soirs qui peut être le pire joueur de la NFL. Moi, je Ouais. pense qu'il ne devrait pas partir des Eagles. Je pense que c'est une priorité quand même. Et d'essayer de trouver un terrain d'entente. Je sais qu'il y a des pourparlers en ce moment de Jalen Carter. D'ailleurs, il ne s'est pas pointé au minicamp. Alors, on dit que c'est peut-être en raison d'une blessure. On n'a pas voulu commenter du côté des Eagles, mais ça peut être une chose à surveiller durant la saison. Moi, je pense qu'il est fort talentueux. Un peu comme toi, je pense que les Eagles, on attend justement de voir à quel point il peut prendre la maturité euh, entre les deux oreilles, mais je pense que tu ne peux pas te permettre de ne pas garder Jalen Carter. Et plus tôt tu le signes, le mieux, parce que si tu attends encore dans 1 an, dans 2 ans, ça va te coûter encore plus cher. Mais tu fais quoi si tu lui donnes ce contrat-là? Parce que là, bon, on a vu l'année dernière, donnait pas tout à sa pleine mesure. Il avait subi une blessure aux épaules. Je pense même en cours de saison, il avait subi une intervention chirurgicale. Il est revenu au jeu par la suite. Alors peut-être que ça, bon, ça a dû être un facteur également dans son mode de production en 2025. Mais si tu lui donnes, là, dans la question de Joel, bon, on parlait de 35 millions par année, là, par exemple. Tu dormirais bien, toi? Tu serais en mesure de dormir sur tes deux oreilles après lui avoir donné ce genre de contrat-là? Tu sais, il y a Oui, ça aussi là, à prendre en considération. Ah oui? Ah, moi, je ne pourrais pas dormir. Je dormirais avec un œil ouvert. Je ne pourrais pas dormir les deux yeux fermés. Je ne serais pas confiant. Je ne serais pas confiant. Donc, j'ai hâte de voir ça. Moi, parce j'attendrai en que tout cas de voir au moins à la mi-saison, de voir comment il va jouer. c'est ça. Mais parce que là, puis on s'entend, mettons que tu le re-signes pas, tu fais quoi à partir de là? Tu viens de te départir d'un des meilleurs joueurs de la NFL à sa position pour le remplacer par décidez-moi, un gars de valeur moindre. Oui, ça y a ça, mais tu sais, on vient de parler de Pickens. Tu sais, les Steelers savaient à quel point George Pickens était talentueux, mais ça ne les a pas empêchés de s'en départir. Parce qu'à un moment donné, au niveau du vestiaire, au niveau de l'organisation, on était juste plus capable. Donc, c'est juste ça que j'essaie de dire. Je ne sais pas si, dans le cas de Carter, c'est aussi pire à Philadelphie, mais si les Eagles ne sont pas prêts à le re-signer, il va y avoir une raison pour ça. T'sais? Parce que, comme je disais à propos de George Pickens, nous, on n'est pas dans la bâtisse, on n'est pas dans le centre d'entraînement de l'équipe. Est-ce qu'il arrive à l'heure? Est-ce qu'il est ponctuel aux réunions ou et tout? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Et c'est un gros montant d'argent. Là. Tu veux être certain que ce gars-là va donner sa pleine mesure pendant la durée du contrat. Dans le cas de Carter, puis je l'adore, Jalen Carter. Je suis un ancien joueur de ligne défensive. J'ai de l'affection pour les joueurs de ligne défensive. Je reconnais son talent. Quand je regarde les matchs des Eagles, puis je le vois, des fois, c'est évident qu'il ne donne pas sa pleine mesure. J'ai de la misère avec ça. Alors, c'est un passé bien, en tout cas, du côté d'organisation des Eagles, si on décide de lui donner une prolongation de contrat. Si on s'amuse, là, puis je te demande, dans l'ordre de priorité d'Harry Rosman et des Eagles, à re-signer entre Mitchell, de Gene, Carter, moi, ce serait Mitchell, Carter, de Gene. Toi? Carter devrait être en tête de liste, mais c'est de sa Ben faute oui. s'il ne l'est pas. Puis il y a juste eu à blâmer. C'est ça l'affaire, puis c'est ça qui est frustrant. Je t'en parle, puis je suis frustré d'en parler, tu sais. Puis je suis même pas Harry Roseman. Et Euh, en plus, la longévité d'un demi de coin, elle est moindre qu'un joueur, un allié défensif, très souvent. mais, ouais, c'est un plaqueur. Tu sais, Jalen Carter joue à l'intérieur, position de plaqueur. Mais en Ouais, position de demi-coin, c'est une des quatre positions les plus importantes sur le terrain. Tu sais, on dit en attaque arrière, puis ton bloqueur à gauche, en défense. Un chasseur de quart et un demi-coin. Donc, si tu suis cette philosophie-là, ben, c'est Mitchell qui est le plus important. Mais en même temps, Jalen Carter, quand tu regardes les matchs, son impact est indéniable. Là, quand il donne sa pleine mesure, là, quand il joue Mhm. avec effort, c'est un problème là, pour les attaques adverses. Comme je te dis, s'il donne sa pleine mesure, c'est Jalen Carter qui est la priorité. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est qu'il ne donne pas sa pleine mesure tout le temps. C'est ça qui me dérange, c'est ça que je trouve frustrant. Écoute, on a reçu deux questions qui se rejoignent. On ne Celle de trouvera pas de Alec solution aujourd'hui, Lalancette finalement. sur Facebook. Non, mais. Puis David Plante également sur Facebook. Alec nous Mais, mais- demande est-ce mais que tu la vois, fenêtre des pareil, Eagles. imagine-toi, non, mais la conversation qu'on vient d'avoir, Harry Roseman puis l'état-major des Eagles, tu peux être Ah, certain qu'ils ont la même conversation, là. Ils doivent être déchirés autant que toi et moi.
qui sont pas dans un podcast. On aurait pu parler de ça de manière sans fin. Là. Il Ouais. fallait mettre un terme. Imagine, là, ils doivent passer des journées à parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec. Puis regarder les salaires et tout, le plafond salarial et regarder un peu Mhm. ce qu'on peut faire. Regarder les finances là, de l'équipe. Bref. Revenons à Ouais. Alec et David Alec nous demande est-ce que la fenêtre des Eagles est fermée pour un autre Super Bowl? Et David, est-ce que c'est la fin des Eagles au sommet de la division, Didier? Ouf. Et on peut peut-être par Wow. la suite là, parler du total de victoires des Eagles pour Ouais. la prochaine saison. Des questions percutantes concernant ton club. C'est toi le Ben partisan ouais. des Eagles entre toi et moi. Là. Alors, est-ce que la fenêtre des Eagles est fermée? C'est la fin des Eagles au sommet de la division, eux qui ont terminé au premier rang de la division lors des 2 dernières années, Marc-André? C'est terminé, Moi, là, je tout pense, ça, là? moi, je pense que la fenêtre est à manivelle des Eagles. Tu sais, une petite manivelle là, que tu tournes en bas de la fenêtre. Puis je pense qu'elle est Ouais, ouais. entrouverte en ce moment. Je pense qu'on est talentueux, c'est pas ça le problème. Je pense qu'on a une défense élite, c'est pas ça le problème. C'est juste, on en a parlé. Je sais pas quoi penser de l'attaque. J'aimerais qu'on me repose cette question-là, Alec, lors de la semaine numéro 3 ou 4. Juste que j'avais vu des matchs des Eagles pour me faire une tête. Parce qu'en ce moment, si j'ai pour répondre, je dirais que oui. Je pense que les Eagles sont quand même parmi les équipes aspirantes au Super Bowl. Mais je dis pas que la fenêtre est grande ouverte depuis le départ d'A.J. Brown, non. Bon, ben, parfait. Est-ce que la Toi, t'en penses fenêtre quoi? est fermée? Je dirais que Ouais. non. Je dirais que non. La fenêtre n'est pas fermée. Je suis comme toi. Tu sais, on en parlait en long et en large de Sean Mannion, de l'attaque et tout, du nouveau système. Je comprends, moi aussi, là, je préférais qu'on me pose cette question-là en date du 1er octobre. Ben, écoute, je veux dire Oui. que la fenêtre est encore ouverte parce que cette équipe-là, elle a du talent. Là. Même avec la perte d'A.J. Brown, ça demeure une équipe talentueuse. Et on mise sur un des meilleurs DG de la NFL aussi, là, Harry Roseman. Tu sais, donc, Harry Roseman a le don de toujours trouver une solution. Donc, je veux dire que la fenêtre est toujours ouverte là, à Philadelphie pour tes Eagles. Bon, ben parfait. Ben, on y va avec le over-under, Marc-André. Plus ou moins 10 victoires et demi pour les Eagles de Philadelphie. Et le taux de réussite du touche-pas, je vois, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu nous avais dit? On le voit ici sur le Mhm. tableau qui a chuté de 63 à 63 alors que c'était autour de 80 en 2025. Alors, tu es le partisan des Eagles de Philadelphie. Tu y vas en premier, plus ou moins que 10 victoires et demi pour tes Eagles de Philadelphie. Et je vais répondre à la question de David Plante qui demandait est-ce que c'est la fin des Eagles au sommet de la division. J'ai mis plus et non, ce ne sera pas la fin des Hmm. Eagles au sommet de la division. Les Eagles vont remporter un troisième titre de division de suite cette saison. Ah oui, ok, ok, parfait. Moi, je vais avec moins, Marc-André. J'y vais avec moins. J'ai besoin de voir cette nouvelle attaque des Eagles de Philadelphie pour y croire. OK? J'ai besoin de voir Sean Mannion, de le voir sélectionner des jeux là, tu sais, quand il y a énormément de pression, quand il fait face à un bon coordinateur en défense. J'ai besoin de voir Jalen Hurts sous le centre, tu sais, jouer, prendre des remises sous le centre de façon régulièrement. J'ai besoin de voir le play action fonctionner avant d'endosser cette nouvelle attaque des Eagles de Philadelphie. J'ai besoin de voir ton gars, Nick Sirianni, être en contrôle de ses émotions sur les lignes de côté. Alors non, j'y crois pas à tous ces changements-là du côté de l'attaque des Eagles. C'est croire dans un an de plus, alors c'est moins. Moins de 10 victoires et demi pour tes Eagles de Philadelphie de mon côté. Ben écoute, à suivre. Ouais, on verra. On verra si ça, la beauté de la NFL, personne n'a des réponses. Et c'est tellement imprévisible. Réellement, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. C'est ça la beauté de la chose. En tout cas, j'espère pour toi que les Eagles connaîtront une bonne saison. On verra. On va en parler à toutes les semaines, de toute façon, durant le podcast. Mais maintenant, en termes de fantasy, justement, Jalen Hurts, tu t'envisages quoi là, pour lui en termes de production au niveau du fantasy football? J'en ai fait un bust dans un récent podcast, là, un joueur qui ne Mhm. livrera pas la marchandise. L'année dernière, ça a Ouais. été difficile pour Jalen Hurts. 18,7 points par match en 2025. C'est sa pire saison jusqu'ici. J'en ai parlé plus tôt. 201 verges par la passe par match. Ce ne sera pas par la passe que Jalen Hurts va vous faire des points fantasy. C'est pas son pain et son beurre, c'est par la course. Sa production au sol a chuté de 43% de 2024 à 2025. Ça, c'est inquiétant. Est-ce qu'elle peut remonter? C'est le pain et le beurre là, de Jalen Hurts par la course. Je pense que Jalen Hurts, c'est pas un gars qui va aller vous chercher
600, 700 verges à la Lamar Jackson, à la Jaden Daniels au sol, mais c'est un gars qui peut combler avec peut-être, là, on l'a vu dans ses bonnes années, plus d'une dizaine de touchés au sol, puis c'est ça qui est payant dans le cas de Jalen Hurts. On a parlé de l'impact du nouveau coordinateur Sean Mannion, ça reste à déterminer également. L'année dernière, 10 jeux à l'intérieur de la ligne de 1 seulement des Eagles. Ça aussi, ça a été une diminution de Wow. 18e dans la NFL. J'aimerais voir ces statistiques augmenter pour faire augmenter la valeur de Jalen Hurts également. C'est un numéro 6 en ce moment au niveau fantasy, choix de 6e, 7e ronde. Un peu comme je l'ai mentionné plus tôt dans mon récent podcast, un peu comme on en a parlé, l'attaque des Eagles en ce moment, c'est l'incertitude, c'est le néant. Jalen Hurts m'inquiète un petit peu au niveau fantasy. Ouais. Maintenant, du côté de Saquon, est-ce que tu es un petit peu plus optimiste? Un peu plus optimiste, porteur de ballon numéro 14 en termes de points par match. C'est sûr qu'il n'allait pas répéter ses exploits de 2024. Par contre, il est tombé lui aussi là, dans la gang des porteurs qui ont récolté 2000 verges l'année précédente. Surutilisation peut-être là, Mhm. avec les éliminatoires et la conquête du Super Bowl pour Saquon Barkley. C'est sûr qu'on a parlé des débats de la ligne à l'attaque tout à l'heure. Saquon Barkley, 3,55 verges avant contact en 2024. Elle est tombée à 2,11 verges en 2025. Si vous voyez mon corps derrière moi, ce jeu-là, en 2025, il aurait été plaqué derrière la ligne de mêlée. On n'aurait pas pu y assister. Non, je fais des blagues. Il a quand même toujours 29 ans. Saquon Barkley, c'est le porteur de ballon numéro 10 au niveau fantasy. C'est un choix de deuxième ronde. Il y a une petite glissade dans son cas. Et moi, justement, là, lorsque les gens lorsqu'on offre des rabais, souvent, je suis le premier à sauter dessus. Et je pense que Saquon Barkley, justement à cause de sa diminution, va être une aubaine au niveau fantasy. Et je vais être parmi les acheteurs parce que je pense qu'on va retrouver le même volume dans le cas de Saquon Barkley. Et si la ligne à l'attaque redevient ce qu'elle était, je pense que Saquon Barkley, je ne dis pas qu'il va revenir à la saison 2024, mais je pense pas. Je pense que la saison 2025, là, c'était simplement une erreur de parcours. Et Devontae Smith, maintenant, sans A.J. Brown, il devient le receveur numéro 1 de Philadelphie. Ciblé 33% du temps, oui, en 3 matchs sans A.J. Brown lors des 2 dernières saisons. Je pense que Devontae Smith Mhm. peut livrer la marchandise au niveau fantasy. Receveur numéro 9 en ce moment au niveau... receveur, non, pardon. Il est repêché en 3e ronde en ce moment dans les repêchages fantasy. Par contre, il est en ascension fulgurante. Il y a une fusée là, sur Devontae Smith en ce moment au niveau fantasy. Il est une aubaine en ce moment, mais je ne suis pas convaincu qu'arrivé début septembre, il va être une si grande aubaine que ça. Tu l'as mentionné, c'est le nouveau receveur numéro 1 à Philly. L'année dernière, là, l'année dernière, bon oui, l'attaque des Eagles avait un faible volume aérien. J'espère que Devontae Smith va être tout aussi utilisé dans une attaque et qu'on verra une augmentation du volume. Mais j'aime beaucoup Devontae Smith. Je pense qu'il peut livrer la marchandise comme receveur numéro 1, même s'il est de petite stature. Dépendamment d'où il atterrit là, en septembre au niveau fantasy, je vais peut-être avoir beaucoup de Devontae Smith dans mes équipes fantasy cette année. Ouais, parce que j'ai bien hâte de voir ça là, sans A.J. Brown. Quelle sera sa production? Parce que ben, c'est ça, Devontae Smith n'a jamais joué sans A.J. Brown à ses côtés. Est-ce que je me trompe? Il me semble que Ben, c'est ça. A.J. Brown est non, il n'a arrivé. jamais joué, mais dans le sens que Ouais. AJ Brown a raté des matchs, là. Puis il a dû prendre les bouchées Oui, doubles, oui, puis on non, a c'est vu que ça, c'était oui. intéressant. Ouais, Ouais, lorsqu'il était absent, oui, oui, ça, je veux ouais. dire pendant une saison au complet. C'est ce que j'ai hâte de voir du côté de Devontae Smith. Bon, ben écoute, on a fait le tour en termes de fantasy football là, pour les Eagles de Philadelphie. Et ben, il ne nous reste plus qu'à nous mouiller. Vous allez de nos prédictions en termes du classement de la section S de l'Association nationale pour la saison 2026. Alors, les deux, on a soumis nos choix de classement. Je vais y aller en premier. Je suis conséquent avec mes over-under. Alors, j'y vais avec les Cowboys de Dallas, Marc-André. Ça va se terminer à 2, la séquence de saison des Eagles au premier rang de la division S de la nationale. J'y vais avec Dallas, une fiche de 17-7. Je crois que la défense va être juste assez améliorée afin de permettre aux Cowboys de terminer au premier rang de la division. Puis comme je t'ai dit, l'attaque de Sean Mannion, j'ai besoin d'y voir
pour y croire. C'est la raison pour laquelle j'ai donné un dossier de 9 et 8 du côté des Eagles. Les Giants à 7 et 10, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je ne crois pas nécessairement en Jackson Dart, le groupe d'entraîneurs avec Matt Nagy. On l'a dit tout à l'heure à quelques reprises, ça nous fait peur. En tout cas, ça me fait peur. Et les Commanders, j'aurais donné un dossier de 7 victoires et 10 défaites pour cette équipe-là, où il y a énormément de trous au sein de la formation. Alors, maintenant, de ton côté, Marc-André, dévoile-nous là, ton tableau classement prédiction 2026 pour l'Est de la nationale. Moi, je garde les Eagles en tête à 11-6. On va perdre quand même 6 matchs du Hmm. côté des Eagles. Là, ce ne sera pas une domination totale. Les Cowboys à 9 et 8, les Commanders à 8 et 9 et les Giants, moi aussi, à 7 et 10. Si on passe de 4 à 7 victoires, je pense que ce sera déjà une victoire morale là, pour les Giants. Ouais, c'est vrai, Mais je ça. pense, je pense que ça va être serré entre les Cowboys et les Eagles, sincèrement. J'ai failli mettre les Cowboys à 17, moi aussi. Mais je pense que les Ah Eagles, ouais? on a plus de talent. Ouais, on a plus de talent. Et je sais que c'est l'inconnu, l'attaque des Eagles, mais je pense que justement, la défense va faire en sorte qu'on va gagner notre part de match. Contrairement à la défense des Cowboys, qui pour moi demeure quand même. Elle a tout approuvé, disons ça comme ça. Oui. Oui, bon, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, on s'entend que la course sera entre les Cowboys et les Eagles. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Deux équipes rivales, deux équipes qui se détestent. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour de la section S de l'Association nationale. Merci pour les questions que vous nous avez envoyées. Il y en avait plusieurs, hein. On sait que ces équipes-là, généralement, sont populaires au Québec, étant donné que c'est proche en termes de géographie. Alors, on espère que cet épisode du podcast vous a plu. Et on vous reparle la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.